Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes ici à Chartres. Nous sommes bientôt à la fin de notre saison, mais on vous promet pas mal le programme. Et on a pas mal d'idées pour la saison prochaine. On est ravis de vous accueillir ici à Chartres, une ville majeure, une ville historique, mais une ville également tournée sur l'avenir. Et je suis, comme tous les mois, accompagné de mon fidèle complice, Olivier Marin. Bonjour. Comment Sylvain, ça va, très bien, 48e ville, incroyable. Absolument. Incroyable. Voilà, nous sommes les saltimbanques de la radio, on peut le dire. Hein. Absolument. Très heureux, effectivement, au nom de mon côté de Figaro, du groupe Figaro et de Figaro Immobilier, d'être présent avec vous, Radio Imo, pour faire cette nouvelle émission des Clés de la Ville depuis Chartres, se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, donc toujours le même principe, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais on parle aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette 9e étape de la saison 5, après Nantes, après Poitiers, après Saint-Dizier, après Besançon, après Vichy, après Bordeaux, après Auxerre et après Dax, nous sommes donc à Chartres, reçu par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés, Jean-Pierre Georges, maire de Chartres. Gorge. Qu'est-ce que j'ai dit ? Georges, c'est mon prédécesseur. Voilà. C'est Gorge. Voilà. Ça fait partie. Ça, c'est très bon. Et on la garde. On la garde, ne coupez rien au montage. Gorge. C'est parfait. Absolument. Nous aborderons avec vous l'habitat, le logement, les petits et les grands projets urbains à Chartres. Et puis, comme toujours, on retrouvera nos partenaires. Alors, chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Nicolas de Bodus, maître Nicolas de Bodus, notaire à Chartres. Et avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix et des ventes immobilières à Chartres. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour représenter le neuf, Amaury Vallée, directeur régional de Nexity Centre Val-de-Loire, sera à nos côtés. L'occasion d'aborder l'état du logement neuf et la construction neuve à Chartres dans un contexte plutôt, on va dire, compliqué. Mais il y a des opportunités. On parle beaucoup de LLI, de LMNP. Il y a aussi l'extension du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire pour les maisons neuves et aussi les appartements dans le collectif. Donc il y a aussi des opportunités. Et puis la séquence bien mieux. On retrouvera notre partenaire Elio avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, pour aborder la rénovation énergétique. Il viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs, une enquête sur les attentes des administrés aussi à l'égard de leurs élus locaux en matière d'écologie et de rénovation énergétique, sans oublier bien sûr le reportage réalisé par Grégoire Darico avec Alexandre Burkhardt qui va nous dévoiler les faces visibles et puis aussi les secrets de la cité. Voilà donc pour cette nouvelle étape. Et comme disait le poète Sterlin Vermier, sous le ciel clair de Chartres en fête, ton doux regard trouble ma tête, dans chaque rue ton pas m'enchante, mon cœur à Chartres se réinvente. Nous avons un Olivier Marin très lyrique ici. Ça commence bien. Jean-Pierre Gorge, on est ravis de vous accueillir. On vous a préparé quelques images. Grégoire, quelques mots sur le tournage en présence du maire. Oui, alors il faisait beau déjà ce jour-là, donc c'était une belle entrée en matière. Moi je suis arrivé à moto à Chartres, donc je me suis volontairement perdu dans les villes avec en fond la cathédrale. Je me suis dit que j'allais facilement aller vers la cathédrale. Une ville, on le sent, qui a un beau patrimoine qui est bien mis en valeur, et une ville qui est calme, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on sent quand même de l'activité. Moi, j'ai beaucoup aimé mon séjour à Chartres avec Alexandre, et j'espère que vous allez apprécier les images qu'on a pu vous tourner. On va vous laisser le découvrir, et nous, on se retrouve tout de suite après.
Bonjour les amis, bienvenue à Chartres pour cette 47e étape des Clés de la Ville. On est à quelques pas de la cathédrale de cette ville historique très importante. Je suis ravi de vous accueillir, on est seulement à 90 km de Paris. C'est une étape importante pour la 5e saison des Clés de la Ville. Je vous propose d'aller ensemble la découvrir, d'aborder son histoire, de voir d'où elle est partie, de voir où elle est arrivée. Chartres, saison 5 des Clés de la Ville, épisode 9, c'est parti. Bienvenue donc à Chartres, vous êtes en région Centre-Val-de-Loire, dans cette ville qui occupe une position stratégique. Bienvenue dans cette ville à l'histoire riche, histoire avec un grand H. Ville gallo-romaine d'importance, ville religieuse, ville royale, Chartres traverse les âges et a su conserver tout son attrait. Monsieur Fresson, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir face à la cathédrale de Chartres. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette ville, comment est-ce qu'elle a été bâtie et ce qui explique sa forme d'aujourd'hui? Alors Chartres a toujours été une grande ville, si on remonte aux époques les plus anciennes. Probablement une des principales villes gauloises, ça reste aussi une grande ville romaine et donc il ne faut pas être très étonné de l'avoir encore au Moyen-Âge avec un rôle très important, un rôle en particulier religieux. Chartres c'est sa cathédrale et cathédrale qui était donc à la tête d'un diocèse, donc aussi une fonction religieuse très importante au Moyen-Âge. La cathédrale de Chartres, c'est un des monuments les plus connus du monde. Elle est extraordinairement conservée. Voilà, vous plongez dans la cathédrale comme un pèlerin des années 1200. Alors toutes les villes anciennes sont toujours délimitées par des murailles. Et à l'intérieur donc un tissu urbain extrêmement dense. Beaucoup des maisons de Chartres sont des maisons extrêmement anciennes. On a cette chance de vivre dans une ville extraordinairement préservée dans son bâti ancien. Sur l'histoire de Chartres planent quelques personnalités éminentes. Je citerai en particulier Henri IV. Henri IV qui est sacré à Chartres, d'habitude c'est Reims, le sacre des rois de France, il ne pouvait pas y accéder, donc le sacre s'est passé ici. Et autre personnalité étonnante, Jean Moulin. Jean Moulin est préfet d'Eure-et-Loire en 1939-1940, il va rester en poste dans un premier temps, mais également poser ses tout premiers actes de résistance, d'ailleurs en étant torturé par les occupants d'Asie. À Chartres, son patrimoine préservé, son cadre de vie agréable, déambuler dans son centre historique dont l'esprit d'antan demeure et admirer ce riche patrimoine architectural. Bref, bienvenue dans ce territoire animé d'un état bâtisseur qui aime les challenges et qui se réinvente au fil du temps, une ville que nous sommes ravis de vous faire découvrir. Et voilà les amis, ainsi s'achève notre visite bucolique de cette ville de Chartres que nous avons été absolument ravis de vous faire découvrir. Une ville culturelle, une ville historique, une ville avec un rayonnement important qui dépasse même les frontières de la France. Nous sommes face à la mairie, c'est là que se déroulera notre émission. Sylvain, Olivier, c'est à vous et moi je vous souhaite une bonne émission.
Mon cher Grégoire, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez de plus en plus poétique. On s'amuse. Hein. Non, mais plus on va dans les villes de France, plus je vous sens lyrique. En même temps, quand je vois les introductions d'Olivier, je suis obligé de me mettre au niveau. C'est vrai, ça, bien sûr. Jean-Pierre Gorge, merci vraiment de nous accueillir. C'est un vrai plaisir. Quelques mots comme ça sur cette visite qu'on a essayé de faire la plus poétique, la plus bucolique possible de votre ville. Il y a un temps serré, sinon il y a tellement de choses. Chaque image, j'essaie de localiser l'endroit. Il n'y a que 2, 3 endroits où c'était des fleurs, je n'ai pas pu localiser. Mais toutes ces images, je les connais par cœur, parce que bon, ça fait des années, 30 ans que je tourne dans ces rues partout. Vous savez, quand vous êtes tous les jours dans la cité, vous la connaissez parfaitement. Donc oui, c'était un beau produit marketing, parce que c'est une ville merveilleuse, pas si connue quand même des Franciliens. Et quand les Franciliens viennent, ils sont surpris. Le monde entier les connaît, parce que la cathédrale rayonne très loin, comme il le disait tout à l'heure. Puis c'est le premier monument français classé patrimoine mondial. C'est la première cathédrale classée patrimoine mondial. Et donc, on la connaît surtout de loin, mais maintenant, je pense que l'attractivité pour les Parisiens, ça y est, elle existe. Voilà. Oui. Tu vois le changement. Oui, bien sûr. Monsieur le maire, on a beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous poser la première question. On va parler de renouvellement urbain. Il y a des enjeux majeurs. Pour vous, le renouvellement urbain, c'est aussi un projet territorial, un projet d'unicité d'acteurs, de projet d'unicité de temps, d'action. Vous avez vraiment transfiguré la ville au sens propre du terme, avec une évolution qui est absolument phénoménale. On voit bien d'ailleurs toute l'énergie que vous y avez déployée. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque nous étions hors antenne, que c'est presque un hasard lorsque vous êtes présenté à la mairie, quelque part. Heureux hasard, finalement, pour ceux qui vivent à Chartres et dans l'agglomération. C'est quoi votre projet, si on devait le définir, pour faire cette introduction? Ce projet territorial que vous avez, vous le pensiez quand vous êtes arrivé aux affaires il y a une vingtaine d'années? Est-ce que... En partie. Vous savez, moi, je suis un architecte de systèmes d'information, donc des choses très abstraites. Bon, passé 25 ans dans l'informatique à construire des systèmes d'information. Et quand vous regardez, là, rien que la construction d'un ordinateur, d'un système d'information, l'analogie avec une ville est énorme. C'est normal, parce que c'est les hommes qui ont construit la ville et c'est les hommes qui construisent les systèmes d'information. Donc, sur la réflexion, je n'ai pas été surpris dans l'histoire avec mes collègues, parce qu'on est quand même toute une bande à se présenter, c'est d'avoir une vision pour la ville. Donc il est clair que l'hypercentre, c'est 2000 ans, vous n'y touchez pas comme ça. Quand on commence à rentrer dedans, il faut faire attention. Mais on a bien vu que cette ville avait été construite rapidement après la guerre. Il y a des quartiers qui ont été construits après la guerre. Le quartier qui s'appelait Beaulieu, la Madeleine, Bel Air, Rochèvre, c'est des quartiers qui n'existaient pas. En fait, cette ville est petite. Il y a son hypercentre, où on habitait encore dedans, mais aussitôt que la voiture est arrivée, les gens sont sortis de l'hypercentre. Et l'hypercentre est tombé en désuétude parce qu'ils ont été habités les quartiers nouveaux extérieurs. Il y a 2 quartiers un peu plus anciens, plutôt 19e, c'est les Babourgs et le Grand Faubourg. Ceux-ci sont bien construits, mais c'est des petits ajouts à côté de la ville historique. Donc déjà, il faut avoir cette réflexion, voir globalement comment ça se présente et savoir ce qu'on va entretenir, ce qu'on va casser, ce qu'on va moderniser. Et voilà. Donc si vous n'avez pas cette vision-là, vous continuez sur les traces de Georges, et vous continuez, et puis vous attendez que les choses se passent. Alors moi, je suis de naissance bâtisseur. J'ai expliqué que, d'ailleurs, je n'ai pas voulu fusionner au 2e tour. On a gardé la même équipe, on aurait pu fusionner avec une liste plutôt à droite, mais on a dit on ne fusionne pas, moi je garde mon projet et mon équipe. Vous voyez, pas de discussion, ça on le fait, ça on le fait pas, pour mélanger des listes. Et je pense qu'il n'y a pas de synergie. 1 + 1 est inférieur à 2 en politique. Donc, et on a gagné. Et ensuite, on fait ce qu'on a dit. Alors justement, pour prolonger, c'est très important, vous avez parlé d'architectes et d'architecture, de construction de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toujours attiré des architectes de grande renommée. Rudy Ricciotti, à qui l'on doit le CEM à Marseille, on doit aussi le Stade Jean-Bouin à Paris, qui accueillera la saison prochaine le Paris FC. C'est à lui qu'on doit le multiplex du centre-ville de Chartres, les Enfants du Paradis. Il y a Paul Chemetov aussi, qui avait signé la nouvelle architecture, la médiathèque de la ville, bâtiment art déco, le pôle administratif confié à Jean-Michel Villemotte, l'an dernier, le nouveau parc des expos de Chartres,
de nouveau confiée à Rudy Ricciotti. L'Iliade, inaugurée il y a peu de temps, en octobre 2024. Quelle est la recette? Comment on attire justement ces signatures? Vous pouvez en citer d'autres, Édouard François, Reichen, Crochon, il y en a beaucoup. Ben, c'est eux qui viennent. Parce qu'ils voient... Oui, mais si vous voulez, vous savez, ces gens-là, ils ont envie à chaque fois, c'est un challenge nouveau. Et nous, on propose des projets qui sont quand même décoiffent un peu. C'est pas une expression que j'aime employer, mais ça décoiffe. Donc, ces gens-là, ils répondent. Vous voyez? Sinon, si vous êtes dans le banal, ils vont pas se déplacer pour faire des choses simples. Ricciotti, le Mucem, il l'invente ici. Ouais. Il le fait au cinéma. C'est ici qu'il invente ça. Donc voilà, la manière de faire attire. On voit bien maintenant dans les réponses, il y a pléthore. Vous savez, quand vous refusez pour certains projets, alors, il y a Michelin aussi qui fait un projet des logements. Là. Il avait fait des choses autour de la cathédrale. Il y a Cantal Dupart qui a le projet devant la cathédrale. Donc beaucoup de monde vient ici parce que cette ville est connue. Ils voient que nous, on a envie. On a envie de mettre de l'argent parce que, pour la petite histoire, en 24 ans, c'est un peu plus d'1 milliard sur l'agglomération. Mais l'agglomération, elle est concentrée sur la ville de Chartres quand même, et plus de 600 millions sur la ville de Chartres. Donc, vous ramenez ça à l'habitant. Je ne pense pas qu'il y a un endroit en France où il y a autant d'investissements ramenés à l'habitant. Et tout ça en baissant la fiscalité. Donc, vous voyez, il y a un modèle qui... Alors, c'est important, parce que les choses ont du sens. Vous dites... Alors, on voit la période, Georges, et la vôtre. On voit la transition avec cette... Il y a juste un E d'écart, vous avez vu la différence. Ouais, alors, oui, ok. Mais vous dites, j'ai fait baisser la fiscalité, ce que vous dites, et vous avez massivement investi, beaucoup plus investi que sur la durée totale du mandat précédent de votre prédécesseur. C'est quoi la recette? À l'heure où les dotations baissent, à l'heure où on vous a ôté, littéralement, toutes les marges de manœuvre de financement local, vous le savez, fiscal, plus de taxes d'habitation. C'est la grande équation des maires. On a de gros sujets, puisque aujourd'hui, vous le savez, monsieur le maire, nous avons une très grave crise du logement qui pèse sur la vie des Français. Vous le savez, puisque toutes les semaines dans votre mairie, les gens viennent désespérés vous demander de les aider à se loger. Comment vous avez fait? J'allais dire, c'est assez simple. Vous voyez, la ville de Chartres. Allons-y. La ville de Chartres, en 2 ans, j'ai supprimé 400 emplois. Dont 200. On peut. Donc, okay. Écoutez, je vous le dis carrément, il y en avait 250, ils étaient fictifs. Et beaucoup de villes en France aujourd'hui, il y a quand même un système électoralisme. On embauche des gens, on compte pas. Et quand vous arrivez et que vous avez le courage de faire des choses... 250 emplois fictifs. Je vous dis fictifs, ils étaient fictifs. On a fait un dépôt de bilan. C'est Mme Gicheski, qui était magistrate ici à l'époque, on a fait un dépôt de bilan, puis pouf, il y a 250 postes qui sont tombés. Voilà. Ensuite, rappelez-vous, les emplois jeunes, toutes ces choses-là. Il y a eu plein de choses inventées pendant des années. On a commencé par les retirer pour se donner un peu d'air. Vous voyez, donc déjà, quand vous aérez tout ça, et puis ensuite, on a eu des projets intelligents. Vous voyez, pour qu'une ville fonctionne, il faut du stationnement. Le problème des centres-villes, il meurt parce qu'il n'y a pas de stationnement. On a fait un parking de 1200 places sans mettre un centime. Vous lancez un projet pour faire un parking de 1200 places, les entreprises vous disent combien vous subventionnez. Et chacune des entreprises demandait, alors c'était en francs, mais je vous le donne en euros, c'était entre 12 et 17 millions d'euros de subventions. Et moi, j'ai dit non seulement je ne vous donnerai rien, mais c'est vous qui allez payer. Parce que je vais vous faire on peut dire un droit de superficie, c'est-à-dire qu'un amphithéotique, pendant un certain nombre d'années, 30 ans, vous allez faire un parking de 1200 places, vous allez l'exploiter, vous allez gagner de l'argent, et puis voilà. Et bon, ils n'étaient pas d'accord, mais on s'est mis d'accord sur une solution assez intéressante que je reproduis dans beaucoup d'endroits. Laquelle? Et ils me disent, nous, passer ce seuil, c'est à peu près 3 millions de chiffre d'affaires par an, sinon en dessous, on perd de l'argent. Je dis, écoutez, je veux bien payer jusqu'à hauteur de 500 000 euros. C'est-à-dire que si vous descendez jusqu'à 2,5 millions, je paye, je vous donne les 500 000. Moi, j'étais certain, je fais un pari, que ça sera rempli. Donc, si vous êtes à 2,5 millions, je vous donne les 500 000, vous êtes à l'équilibre. Et eux, le calcul, c'était que c'est 8% par an sur l'euro investi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la norme. Bon, je dis, OK, on fait le pari. Mais ils me disent, ça, c'est intéressant, oui. Mais je dis, par contre, tout ce qu'il y a au-dessus, on partage. Jusqu'à un certain seuil, on partage 50-50, et au-dessus, c'est 75 pour nous et 25 pour vous. Bon, ils disent là, il n'y a pas de risque, donc on a signé. Et chaque année, alors moi, ça s'est limité un peu avec le Covid, là, et chaque année, on a touché à peu près entre 300 et 350 000 euros par an en ayant un parking de 1200 places de 32 millions
qui, dans 10 ans, nous appartiendra. On a signé en 2003, là, on est en 2025, en 2032, il est à nous. Et aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires, la gestion des parkings, de 5 millions d'euros. Vous imaginez qu'à terme, dans 10 ans, moi je ne suis plus là, de dire qu'il y a un produit qui tombe de 10 millions, produit latent, c'est-à-dire qu'on est propriétaire. Alors, on peut demander à quelqu'un de l'exploiter. Donc, sur les 5 millions, on aura 1 million d'exploitation, mais il y a 4 millions par an d'autofinancement net qui vont tomber. La ville est riche, il n'y a pas de risque. Et alors, on a réussi à le faire. Vous voyez bien qu'il y a toujours une solution. Alors, Jean-Pierre Gorge, j'ai une question quand même à vous poser. Les dotations, la question de la fiscalité locale, oui, et du transfert de compétences sans y associer la recette d'un État qui, vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, se jacobinise, se centralise et finalement considère les maires comme une forme de variable d'ajustement selon les températures politiques. Tantôt, on a Emmanuel Macron qui se souvient que vous existez, et tantôt, il vous oublie largement. Au-delà de votre modèle, on vous entend très bien, il n'y a pas de souci, et on aimerait, finalement c'est un bon appel au public, puisqu'on aimerait que beaucoup plus de la société civile vienne aux affaires. C'est quoi l'état de lieu que vous faites sur le fait qu'aujourd'hui, vos collègues maires sont confrontés, au-delà des recettes que vous avez effectivement cité, c'est la première fois qu'on entend ça, la suppression de 250 emplois fictifs, je reprends vos mots, la possibilité effectivement de voir autrement l'aménagement des parkings, excellent, mais autour de cela, une ville a besoin de se financer plus largement. Quel est votre état des lieux d'un point de vue purement, on va dire, politique? Je sais que vous n'êtes pas très politique au sens dialectique du terme, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Moi, je vais vous dire une chose simple. En 2002, par hasard encore, j'ai été élu député. Donc rapidement, je me suis retrouvé député-maire, par hasard. Oui. Et avec Pierre Maignery, qui à l'époque, que je connais bien, eh bien, on critiquait les 90 milliards qui étaient distribués aux collectivités avec un système de péréquation qui avantageait les villes riches par rapport aux villes pauvres, un système complètement bidon. Donc on était contre ces 90 milliards à l'époque où le déficit n'était pas le même. Moi, je vous rappelle qu'en 2007, le déficit, quand c'est Villepin qui est Premier ministre, c'est 36 milliards. D'accord ? Bon, c'est peut-être le seuil qui était le plus bas. Mais on distribuait 90 milliards aux collectivités. Et nous, d'ailleurs, avec mes collègues, on pense qu'il n'y a pas besoin de ces dotations. Il faut nous donner beaucoup plus d'autonomie. Il faut s'organiser. Parce que, en fait... Pas de dotation, plus de pouvoir délocalisé. Bien sûr. Bon, moi, j'ai fait un livre en 2016 là-dessus. Sur, moi, la réponse à la mondialisation, tout ce qui se passe, c'est la décentralisation. Si vous donnez plus de liberté, alors nous, on a monté un système particulier. Entre la ville et l'agglo, on a fusionné tous les services. Tous les services sont fusionnés. Vous voyez comment vous gagnez quand vous fusionnez les services d'une ville centre avec les services d'une agglomération. La loi demande à ce que tous les services d'une agglomération soient fusionnés. Il n'y a aucune commune qui veut le faire. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un contrôle de la Cour des comptes qui vient de voir notre système. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y a un problème, il y avait un problème qui n'est pas encore résolu, mais que nous, on a résolu autrement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous distribuez de l'eau, aujourd'hui, l'eau doit être payée par l'usager. Ça doit être en équilibre. C'est-à-dire que ça doit être équilibré. Bon, si vous faites ça sur toutes les compétences que vous avez, c'est un système à somme nulle, donc ça ne va rien vous apporter. Par contre, si vous avez un système intelligent de traitement de l'eau, au lieu de passer par exemple une entreprise au travers d'une délégation de service public qui va vous manger beaucoup de résultats, qui va remonter à la holding, eh bien, si vous vous organisez, vous, en société privée, et vous faites l'exploitation de l'eau, eh bien, vous faites ça à travers d'une structure privée, et le résultat est fongible. Donc, vous avez donc créé une structure privée ad hoc. Et avec le résultat fongible, c'est-à-dire que ce qui est produit par l'eau, c'est un bénéfice, soit que je le réinvestis dans l'eau, soit que je le remonte à la maison mère, c'est-à-dire l'agglomération, et c'est dans le budget principal. Et avec ça, eh bien, je peux investir sous des équipements publics importants. La gare, c'est 55 millions, le Colisée. Vous avez 40 millions là-bas, c'est l'Iliade. Vous voyez, c'est des équipements comme ça, 55 millions, on en pose un peu partout. Et parce qu'on a un système qui crée des richesses. Et si vous le faites sur toutes les compétences, sur les transports, vous savez, on distribue l'électricité, on distribue les télécoms, on distribue le transport, eau potable, assainissement. Et maintenant, on a plein de filiales, on a une quinzaine de filiales. On fait du développement immobilier, on fait de l'aménagement aussi de territoire, on fait tout.
D'ailleurs, la Cour des comptes, en ce moment, est en train de regarder ce modèle. Est-ce qu'il est efficient ou pas? Est-ce qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte? Parce que ça, quand on met des structures en place en satellite, eh ben, il y a une gestion qui est assez lourde. Il y a des systèmes de contrôle, mais on est doublement contrôlé. On est contrôlé par le public et par le privé. Donc, c'est obligé de matcher parce que c'est double contrôle. Et ensuite, eh ben, le système, il percole. Et avec ça, quand vous maîtrisez toutes les compétences, il y a unicité d'acteurs. Ça veut dire quoi? Moi, quand on vient dans mon bureau, on discute d'un projet, la personne ressort, je dis, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Alors que vous passez des années à discuter, à mettre les gens autour de la table. Chacun a un bout des compétences. Vous avez la région qui a un bout, la région qui a un bout, l'État qui va venir vous voir, et puis toutes les structures parallèles. Moi, je l'ai vu sur un projet pour faire réaménager une gare. On était à 30 à permanence dans des réunions. Mais vous savez ce que ça coûte, ça? Pour des gens qui attendent, qui sont là, et qui, à moindre moment, vont planter un coup de couteau pour pas que ça se fasse. Parce que non, mais c'est pour justifier aussi de leur fonction. On le voit, tout ça. Vous savez, la coupure RFF-SNCF, moi, j'ai traité là-dessus dans des commissions à l'Assemblée nationale avec Pépi, ce cassure sous prétexte. Moi, je suis un libéral. Je dis, je l'ai critiqué. Si c'est quelque chose qui est régalien, eh bien, il faut laisser ça entre les mains de l'État. Donc, on paye tout ça partout. Alors, la ville a la compétence générale. C'est une chance terrible. Les départements ne l'ont plus. La région ne l'a pas. Donc, on peut tout faire. On peut tout faire. Eh bien, si vous utilisez bien ces outils, eh bien, écoutez, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes arrivé par l'entrée principale de Chartres, les jardins d'entreprise. Quand on est élu, il y a une entreprise dedans. Là, ils sont remplis. On essaye de faire une extension, on attend le passage de l'autoroute. Il y a 200 hectares derrière qu'on veut récupérer. Et aujourd'hui, à Chartres, vous avez 3 milliards d'euros d'investissement en ce moment. Et ça crée quoi? Une fiscalité. Une fiscalité qui arrive dans les mains de l'agglomération. Et l'agglomération, si elle utilise bien cet argent dans des projets, c'est qu'il faut savoir ce qui est communautaire, ce qui doit rester dans les communes. Toute cette répartition-là, on est capable de le faire. On a une équipe à l'agglomération de 66 maires, tout le monde a bien compris, et avec un système solidaire. Il faut savoir que, écoutez bien, avec tout ce qu'on fabrique ici, en même temps, on distribue une dotation de solidarité pour les communes de 12 millions par an. C'est le montant que le département donne pour toutes ces communes chaque année. Nous, sur un mandat. Nous, chaque année, c'est 12 millions distribués. On a entre 2,5 millions et 3 millions de fonds de concours. C'est-à-dire qu'on favorise l'investissement dans les communes parce qu'on sait que si on donne 100 000 euros à une commune, elle va être dans un projet, elle va aller chercher le reste un peu partout. Elle va monter un projet, elle va faire travailler des artisans et l'activité va fonctionner. Sur le sport de haut niveau, entre la ville, l'agglo et nos satellites, c'est 11 millions d'euros qu'on distribue par an. 11 millions d'euros par an. Donc des choses qu'on peut faire varier. Vous voyez? Donc, en plus de ce qu'on fait dans nos obligations, je dirais, eh bien, on sait faire la fête. On fait la fête. Le Colisée, le théâtre et notre off qu'on a fait, un théâtre pour les troupes indépendantes, c'est 383 représentations par an. Trouver un endroit où on produit autant. Et ça, c'est vrai que ça se va avancer peu, hein. sur le sujet. Bah oui, mais non, mais justement, oui. Et c'est aussi la vision, sans doute, sur l'attractivité de la ville. Parce que c'est vrai que la cathédrale, elle est absolument incontournable, mais il y a les enjeux aussi qui sont importants, c'est que les touristes ne restent pas que le temps de la visite. Donc c'est aussi imaginer qu'ils consomment, qu'ils déjeunent à Chartres, de les attirer non seulement, c'est bon pour le commerce, pour l'économie locale, ça donne de la valeur à la ville. Le patrimoine, il est préservé, vous avez des atouts d'une grande modernité, on pourra évoquer l'intelligence artificielle, notamment à Chartres. La vision d'une ville, vous êtes comme un metteur en scène, comme un metteur en ville ici. Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça. Moi, j'étais simplement d'être un maire, bâtisseur, et puis surtout, vous savez, il faut revenir autour de vous une équipe où les gens comprennent. On partage la vision, et puis après, quand on fait les choses, ça va vite. Vous savez, on ne discute pas pendant des années. Et d'ailleurs, ça nous agace quand on est sur des choses qui n'avancent pas rapidement. Moi, je m'impatiente. Donc, vous savez, dans la vie... Mais vos collègues maires, ils vous suivent ou pas? Non, parce que... Pas tous. À l'agglomération? Oui. Non, mais Jean-Pierre Gorge, nous on a visité, là, sur juste cette année, une trentaine de villes. Moi, cette année, j'en ai fait, entre autres, à peu près 80. J'ai jamais... Je vous le dis, c'est la première fois que j'entends un maire qui est aussi frontal, aussi pugnace, et qui me dit, je vois qu'on a un public,
Non, mais je vous le dis, ils se plaignent tous, à 90%, de la baisse des dotations. Ils se plaignent tous de la baisse de la fiscalité. Vous savez que l'Association des maires d'Île-de-France se réunit en congrès le 3 et le 4 juin. Il y a le congrès de Ville-de-France qui a lieu aussi à Libourne le 3 et 4 juillet. Quand je vous entends, Jean-Pierre, je me dis, attendez, il est top. Franchement, il est top. Il a tout compris. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Il a tout compris. Je l'entends, on est aussi des entrepreneurs, donc vous parlez d'or, et il est temps qu'on se rencontre. Hein. Non, mais je vous le dis, parce que vous êtes une source de jouvence pour certains maires. Pourquoi ça ne se développe pas plus, Jean-Pierre ? Non, mais vous voyez, je vois. Bon, moi, pourquoi votre exemple ne fait pas l'objet d'une étude de la Cour des comptes en disant on a le modèle, l'icône, le totem, ils vont peut-être, on va répliquer, on va scaler le modèle. Le faire. Ils viennent nous voir. Vous savez, moi, je suis hyper contrôlé parce que ça fait mystérieux. Vous savez, ça fait mystérieux. Alors, mes opposants politiques, y compris dans ma famille, ils cachent la dette un peu partout dans ces structures. Ils répartissent le personnel un peu partout. Mais tout ça, c'est consolidé. Tout est consolidé. Donc, non. Moi, je suis contre les dotations. Moi, ce que je réclame, c'est supprimer les dotations de l'État, mais donnez-nous de l'autonomie. Laissez-moi gérer ma fiscalité. Mais puisque j'explique qu'en un quart de siècle, je baisse la fiscalité, j'ai un développement économique qui n'existe pas en France, allez voir la modernisation des quartiers, allez voir ce que c'est le logement social à Chartres. Non, mais est-ce que c'est valable à Saint-Dizier, ça ? Comment ? C'est valable à Dreux, à Roubaix ? Non, parce que moi, vous avez des collègues maires qui sont parfois, à Saint-Dizier, à Saint-Dizier, en marchant dans la rue, il y a des gens qui sont descendus parce qu'ils étaient contents de voir des gens qui y traversaient, quoi. Vous voyez. Ouais, mais il y a une responsabilité. Moi, vous savez, je pars du principe que si ça marche pas, c'est toujours de la faute du politique. Il faut jamais remettre ça sur la tête des autres. Moi, quand ça marche pas, je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Bravo. Non, mais moi, attendez. Alors, grande surprise, les amis. Non, mais attendez. Ah non, mais je vais profiter du plaisir. C'est incroyable de vous entendre. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Les Chartrins m'entendent dire ça comme ça tous les jours. En conseil, des voir un conseil. Voilà, dans le public, il est tout le temps comme ça. Voilà, mais attendez. Voilà. Ok. Je confirme. Je fais pas de show là. Non, mais attendez, ça s'appelle un bon client chez nous. Mais c'est hyper intéressant parce que nous aimons les maires de France avec Olivier. Ça fait 5 ans qu'on est sur les routes de France. Et des fois, on est un peu désespéré, je vous le dis. Et on est meurtri par certains territoires où l'on voit finalement les territoires de la République se désagréger. Et vous le savez également. Ah oui, je sais Peut-être avez-vous, Jean-Pierre Gorge, des idées hyper intelligentes, hyper intéressantes. Que ne faites-vous plus que ça, peut-être arriver aux affaires un peu plus haut Non, vous savez... Non, mais attendez. Non, mais vous savez, dans le premier mandat, si j'avais été sage, j'aurais peut-être fait un parcours, mais je n'ai pas visé ça. Moi, je suis... vous savez, en 2017, j'aurais pu me représenter à l'Assemblée nationale. J'ai choisi de rester maire. Moi, je suis plus nubilé par la réalisation, le concret. Il y a des gens qui passent leur journée dans des couloirs là-bas. Et on vous a demandé d'être ministre un jour ? Non. On vous a fait des approches ? Non, parce que j'étais suffisamment en retard pour que ça ne se fasse pas. Non, mais je suis passionné par ça. C'est incroyable. Moi, ce que je suis un peu déçu, c'est que... D'ailleurs, je vous dis, en 2016, j'ai écrit un bouquin pour expliquer comment on pouvait organiser, y compris l'hôpital, comment on peut faire les choses. Il y a des gabegies. Je suis président du GHT dans le département. Ouais. Le groupement hospitalier, il y a 6 hôpitaux... C'est impossible, c'est impossible. Chacun défend son petit morceau de bout de gras et en fait, c'est le patient qui en pâtit. Il y a plein de choses à faire et on n'arrive pas à les faire. Donc voilà, mais ça, c'est la France. J'adore. Alors moi, je défends l'organisation à la française, c'est le village, le centre-bourg et la zone urbaine. Ouais. Je ne suis pas pour l'hypermétropolisation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait venir habiter à Chartres. On a tendance à limiter le développement dans les villages. C'est une erreur. Il faut continuer de développer les villages à condition que le centre-bourg à côté soit efficient. C'est-à-dire que... Autrement dit, vous voulez contrôler la démographie de votre territoire. Complètement. Vous n'êtes pas favorable à une évolution de la démographie. Mais bien sûr que non. Bien sûr, quand on me dit à Chartres, il y a 6000 demandes pour venir habiter à Chartres. Mais alors, quand je suis élu... Il y a 2000 à peu près 500 demandes en attente. Oui. Là, il y en a 6000. Le préfet m'a posé la question, mais alors qu'est-ce que vous faites pour répondre à la demande ? Je ne suis pas obligé d'accueillir tout le monde, moi. C'est pas une bonne nouvelle ? Je lui dis c'est une bonne nouvelle. C'est de l'attractivité. Les gens veulent venir ici. Parce qu'ils voient bien qu'il se passe quelque chose dans tous les domaines, y compris la culture, le sport. Tout à l'heure, vous disiez, vous n'avez pas trouvé le terme, celui qu'on utilise, nous, c'est Chartres, ville apaisée.
Ville apaisée, parce que c'est calme, vous allez dans le centre-ville, c'est propre, c'est sécurisé, vous avez vu. On se déplace, les familles peuvent se déplacer. Et puis vous êtes une ville aussi, ça se sait moins, une ville très connectée, c'est absolument... Enfin, ce que vous faites. C'est vrai, ça se Vous sait moins. utilisez aussi, on l'avait vu à Deauville, comme une marque en fait. Oui. Marque Chartres, C comme Chartres, Oui. c'est comme conception, créativité, cathédrale. Il y a 5 piliers, le tourisme, le cadre de vie, le sport, les événements comme Chartres en lumière. Ville connectée parce que l'IA joue un rôle majeur, vous allez expliquer. Vous êtes, je crois, l'une des premières communes de France à utiliser l'agent conversationnel développé par Yelda, qui est une entreprise spécialisée IA, pour répondre en fait aussi quasiment 24 heures sur 24 ou après les horaires de bureau, qu'il y ait des réponses. Racontez-nous ça. Bon, l'IA, d'abord, la première chose, vous avez vu qu'en 2023, j'ai fait mon discours pour le 8 mai qui a secoué un peu la France. Vous savez, moi, je suis informaticien, vous savez, on n'appelait pas ça l'IA, mais pour piloter des centres informatiques et multiples. Système expert, développer des systèmes experts qu'on rendait intelligents parce que quand il était passé quelque part, on l'enregistrait, donc on savait faire des systèmes experts. Exact. L'IA, maintenant qu'il y a la puissance de calcul, capacité au niveau transfert de données, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de puissance, et puis surtout, il y a des bases de données monstrueuses. Tout ce qui est en ligne dans le monde, vous l'avez sous la main. Si vous avez de la puissance de calcul, ça va très vite. Donc, c'est les systèmes experts modernes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, dans mes services, au cabinet, tous, ils sont branchés avec l'IA. Il y a une chat JPG. Ils ont fabriqué un chat GPT à ma personne. Oui. C'est-à-dire que tous les discours qui sont préparés sont refaçonnés façon JPG pour que je puisse les lire comme j'aime le lire. Pas beaucoup de vocabulaire, pas trop large, des petites phrases où je peux faire des digressions, vous voyez. Il y a des outils comme ça partout. Alors maintenant, les services guichets aussi se sont accaparés les produits. Et donc puis, on peut répondre en fait de 18h le soir jusqu'à 9h du matin, plus les week-ends. Oui, on pourrait le faire 24 h sur 24, mais il y a des gens au guichet, mais on veut garder... Alors, c'est aussi une particularité, nous, on ne veut pas enlever l'humain, quoi. On veut garder notre guichet, le contact, les gens doivent venir... Bon voilà, mais les deux sont compatibles et avec ça, on va encore améliorer les services. On va parler d'habitat. Fin 2023, vous avez signé le contrat Action Cœur de Ville. Oui. C'était la période 2023-2026. Priorité de cette phase 2, accompagner les villes pour relever le défi de la transition écologique, qui est majeur, conforter le socle des services, le vivier de l'emploi, le rôle de la centralité de la ville et de son territoire. D'ailleurs, vous avez donné 2-3 pistes extrêmement intéressante, revitaliser les villes en confortant leur attractivité dans un cadre de vie accueillant, vous l'avez en plus fait, hein, c'est un peu la preuve du concept, agréable et inclusif pour accélérer le passage à l'opérationnel. Est-ce que quand on a une attractivité, parce qu'on a bien noté que l'attractivité de Chartres est démontrée, et la sécurité, parce que la sécurité, c'est la dent creuse en ce moment, dans les préoccupations des élus locaux, on voit ce que ça donne à Nantes, on a vu des villes qui se dégradent à cause des problèmes d'insécurité. L'emploi, l'emploi, logement, le logement, l'emploi, vous avez compris que c'était directement imbriqué. En plein cœur du zéro artificialisation nette, où vous n'avez plus les mêmes marges de manœuvre, comment vous faites? On a quand même bien entendu que la démographie, ce n'était pas exactement votre curseur, et que vous n'êtes pas capable de prendre tout le monde, parce que peut-être qu'il y a un choix stratégique. Comment on fait pour adapter le logement, l'emploi, quand on voit qu'aujourd'hui, on construit de moins en moins, que c'est compliqué, et que vous êtes un des rares élus locaux aujourd'hui à mener de front, même avant les élections. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas préoccupé, j'en suis certain, par votre campagne électorale. Non. Vous allez au bout de vos projets. Comment on fait? C'est quoi le choix que vous faites? Vous continuez à produire du logement? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu un coup d'arrêt parce que quand vous avez l'inflation qui est très élevée, et puis surtout les taux d'intérêt, quand n'importe qui compte, quand il est à 4 ou 4,5%, oui, il va doubler le prix de son logement. Donc, c'est pas la volonté de pas signer. Là, c'est pour ça que le prêt à taux zéro, c'est une bonne idée. Moi, j'aime pas le Pinel parce que, d'ailleurs, encore avec Meignery, on a voulu foutre en l'air tout ça parce que tout ce qui est intégré là-dedans, les avantages fiscaux, vous les retrouvez sur le prix du bien. Donc ça, c'est inflationniste. Bon, on parlait de ça en 2002. Hein, vous voyez, plus de 20 ans après, ça existe encore. Quoi. Bon, ça, c'est tassé un peu, mais ça, c'est des erreurs. Mais vous voyez, par exemple, le logement social, on a pris une décision assez brutale. Tout ce qui est du logement insalubre, on le casse. On le casse. Systématiquement. Systématiquement, on le casse. Celui qui est en bon état, on le vend.
j'ai déjà vendu 1000 logements sociaux. C'est-à-dire que 1000 familles ont acheté leur logement entre 1000 et 1200 euros le mètre carré, avec des abattements allant jusqu'à 35%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent leur logement avec le mètre carré à 600, 650 euros. Vous faites des familles propriétaires dans une ville où, les notaires le diront tout à l'heure, où les prix ont tendance à monter. C'est normal, et ça continuera de monter. Mais on permet à des gens de pouvoir y habiter. Alors en plus, vous parlez de l'artificialisation, mais on n'a pas attendu toutes ces lois, on est assez malins, nous. Tous les quartiers qui ont été faits, c'est des tours assez hautes et puis des parkings très étalés. La Madeleine, oui, c'est quelque chose la Madeleine, de symbolique que vous voulez faire, justement. Oui, mais qui était mal construit, comme vous l'avez dit, dans les années 70-80, des bars, des tours que vous voulez complètement... Mais on l'a déjà fait sur un quartier, c'est le quartier de Beaulieu qui est devenu le quartier des Clos. Oui. Vous aviez des bars très hautes. C'était moche. Très hautes, plus que la Madeleine, très hautes, mal organisées, et puis des parkings partout. Ben, quand vous reconstruisez plus bas, et que vous enlevez les parkings, vous mettez les parkings sous les immeubles, vous désartificialisez, vous récupérez des espaces, vous plantez des arbres. Vous voyez, le quartier de Beaulieu, aujourd'hui, c'était 40 hectares et 1500 logements sociaux. Bon, là, on en a cassé 1100, nous en reste 400 à casser. Mais dedans, ce ne sont que des espaces verts un peu partout. Et puis les immeubles plus bas, mixité, on met 30% de logements sociaux dedans. Vous n'êtes pas capable de savoir où sont les logements sociaux. Tout est mélangé. On n'est pas encore au niveau... Il y a des endroits où on le fait, on est au niveau de l'étage. Quand on vend les logements, à des endroits où on les vend, c'est au niveau de l'étage. Et donc, la transformation se fait toute seule. Mais vous voyez, quand vous amorcez ça en 2001, quand vous êtes élu... Je suis en 2025, sur 1500 logements, j'en suis à 1100. Parce qu'il y a des gens qui sont dedans. Personne n'est mis dehors, les gens changent de quartier, et ça se fait dans un calme olympien. Dans ce qui a été fait d'ailleurs sur le quartier de Beaulieu, quand je vais dans le quartier de la Madeleine, c'est marrant dans les réunions politiques, il dit « Monsieur le maire, pourquoi vous avez fait ça à Beaulieu et pas chez nous ?» Parce que Beaulieu, années 60, vous 70, on va commencer à le faire. Là, on est en train de construire 300 logements sur ce quartier-là. On a cassé une tour avec 55 logements, mais les tours importantes, il y en a une, j'aimerais bien la faire tomber, mais c'est dommage parce qu'elle s'appelle la tour Stella. C'est le prénom de mon épouse. Alors celle-ci, je garde encore un peu. Je veux pas quand même... mais vous voyez, il y a des choses qui ont été mal construites et qu'il faut casser. Sur le quartier de la Madeleine, 1850 logements sociaux sur 17 hectares. Donc en concentration, c'est 2 fois le quartier de Beaulieu. Et bien là, on va casser tout ça. Donc on a des schémas qui sont faits, mais c'est une vision d'un quart de siècle. Et donc quand je vois les propositions qui sont faites en ce moment, avec les âneries proposées par les écologistes qui vont contre cette possibilité de transformation. Les gens ne se rendent pas compte. Ils sont en train de tout saboter parce que leur problème, ce n'est pas de l'humain dans des bonnes considérations. Non, c'est la décroissance. C'est une obsession sur la décroissance. Mais là, il faut casser, il faut reconstruire. Donc, à chaque fois qu'on construit, c'est intéressant. Alors maintenant, vous avez des petites résidences parce qu'on a fait une opération, je me rappelle, en 2007, j'ai un recours pour une législative là-dessus. On a résidentialisé le logement social. On a fait des clôtures, parking privé, gardien. On l'a fait sur 18 résidences en disant que ça, c'est provisoire parce qu'après, on va casser. Et ensuite, il y en a quelques résidences qu'on a conservées. Dedans, on vend les logements aux gens. Les gens deviennent propriétaires. Donc, dans la même résidence, vous avez des locataires, des propriétaires qui, certains étaient locataires avant, sont devenus propriétaires. C'est ceux qui sont les plus exigeants. Quand les portes sont ouvertes, c'est les premiers à râler. Donc, les comportements changent, la société évolue, les quartiers sont calmes. Alors, ce n'est pas une transformation urbanistique, c'est une transformation sociologique. Moi, je le dis, ce que je fais, c'est une transformation sociologique. On a fait l'erreur de grouper des logements sociaux à un moment donné au même endroit. Et ensuite, le pire, après les années 60, c'est le regroupement des personnes d'origine de l'immigration, avec même confession religieuse, au même endroit. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous créez ça? Vous créez des bombes. Eh bien ça, nous, tous les jours, c'est homéopathique. Vous voyez, tous les jours, on bouge quelque chose et les gens sont contents, ça se passe très bien. Et je vous garantis que quelqu'un qui est issu de l'immigration, il est content de devenir propriétaire. Il veut devenir propriétaire. Et donc, aussitôt qu'ils ont un emploi, il y a un salaire, on peut garantir un certain nombre de choses. Et la meilleure garantie qu'on leur donne, c'est qu'ils achètent. S'ils ne peuvent pas rembourser, on rachète le logement, on leur redonne un logement social. Comme quoi c'est possible, en tout cas. Vous voyez, donc tout ça, c'est des solutions. Mais quand vous parlez tout à l'heure, vous parliez de l'association des maires. Je crie des lettres pas gentilles de temps en temps au président. Il y a plein de choses à proposer.
ils passent plutôt leur temps à associations. discuter des élections présidentielles que de s'occuper des organisations des villes. Non, mais c'est ça le problème. Il faut défendre la cité, la construction de tout ça, l'autonomie financière. L'autonomie financière, elle est dans la Constitution. Et les gens pensent que quand on retire la DGF, on casse l'autonomie financière. Pas du tout, puisque c'est quelqu'un qui vous le distribue. Vous n'avez pas d'autonomie. Ils ont un pouvoir sur vous. Donc il faut qu'on lève l'impôt nous-mêmes. Jean-Pierre Gorge, il y a d'autres villes qui vous suivent sur cette vision qui est très intéressante. Moi, objectivement. Je sais pas, parce que je suis pas en dehors de l'agglo, des collègues qui ont des villes de 50, 100 000 habitants, est-ce qu'ils vous disent, tiens Jean-Pierre, dis-moi que, voilà, donne-moi ton avis. Voilà. Non, moi je sais qu'à chaque fois que je suis dans une réunion, on voit bien que l'exemple chartrain revient, parce que dans tous les domaines, que ce soit l'économique, l'urbanisation, même dans tous les domaines, on voit que ça revient. Au niveau des EPL, par exemple, Franck est là, il est vice-président de l'association des EPL, il est régulièrement à Paris, il fait bouger les lois, il est encore à Bercy hier, on n'en entend pas parler beaucoup de ces gens-là au niveau national, mais je vous garantis qu'ils font évoluer le système. Et nous, avec les EPL, on est en train de bouger justement la frontière, et on veut démontrer que en ayant une plus grande autonomie, on ne serait plus fort qu'en ayant des dotations, on nous donne comme ça à manger tous les jours. Jean-Pierre Gorge, super. Non, mais je vous le dis. C'est un pléonasme. Non, mais ça, c'est bon, ça. Bah, si c'est en direct, non, mais super. Non, parce qu'on a envie de rester avec vous très longtemps, mais on a un timing. Et on voudrait justement que vous nous donniez votre avis avec les professionnels qui sont ici en présence. Bien évidemment, je pense que vous étiez avec Valérie Létard, il me semble, hier, non? Et le sénateur d'Aubresses et Cosson, non? Non. D'accord. Parce que vous savez qu'il y a un projet sur le statut du bailleur privé, on va en parler. On va recevoir, si vous voulez bien, quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous travaillez de concert depuis quelques années, puisque c'est une marque aujourd'hui qui est leader du logement en France. C'est la marque Nexity, que vous connaissez bien, avec la nouvelle identité de marque que l'on connaît également. On va recevoir Amaury Vallée, qui est aujourd'hui directeur général de Nexity Centre-Val de Loire. Il va venir nous rejoindre dans quelques instants pour parler justement du logement neuf à l'appui d'une réalisation. En fait, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Voilà. On va en parler, puisque c'est un sujet qui est aujourd'hui majeur pour la vie des Français. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. De retour sur le plateau, ici à Chartres, et je vous incite, les amis, vraiment à venir et de passer un grand moment. Si vous avez le temps, vous venez à l'hôtel de ville, vous demandez monsieur le maire, et vous allez passer un moment exceptionnel. Voilà. Il est avec nous, en tout cas, il nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Et la passion qu'il incarne, il est avec nous, Jean-Pierre Gorge. Merci encore une fois de nous accueillir ici dans cet écrin architectural d'une très belle réussite, signé Jean-Michel Villemotte, accompagné d'Olivier Marin. La vie ensemble avec Nexity, on va parler de construction de logements neufs, mais pas que, puisque Nexity travaille aussi sur d'autres classes d'actifs, comme on dit, avec Amaury Vallée. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Amaury? Très bien. Voilà, je suis content. On se quitte plus. Voilà. C'est vrai. On se retrouve régulièrement. Vous avez été à Roléan il n'y a pas très longtemps. Vous êtes directeur général Nexity Centre-Val de Loire. Nexity, engagé aujourd'hui pour le logement, clairement, et présent, très fidèle au territoire. Absolument présent dans le territoire depuis de longues années, plus de 20 ans. J'étais déjà là. Et donc, Nexity présent et présent à double titre, c'est-à-dire que déjà, que ce soit dans la promotion, dans l'aménagement, peut-être un petit focus sur la marque, puisque donc moi je représente toutes les marques ici, Foncier Conseil, Nexity GFI, Nexity Immobilier Résidentiel, Édouard Denis. Donc tout ça, cet écosystème, on est bien sûr présent sur le territoire de Réloir en général et Chartres en particulier. Je dirais que peut-être l'activité qui n'est pas encore présente et qui a, à mon avis, un peu d'avenir aussi, ici, c'est le tertiaire, dans lequel moi je vais être responsable de cette nouvelle activité maintenant, puisque on a décidé de décentraliser, monsieur le maire, aussi, chez Nexity, puisque finalement, les directeurs régionaux vont représenter tous les métiers de l'activité que nous faisons chez Nexity. La réhabilitation, et ça, c'est bien sûr... ça permet aussi de décarboner et ça permet aussi de travailler dans des PSMV, enfin, dans les secteurs sauvegardés. Et donc, je pense qu'on a pas mal de sujets, notamment à Chartres. Vous avez une vision finalement à 360 degrés d'un morceau de ville, de la fabrique de la ville. Absolument.
Il se trouve que ça tombe bien parce que le territoire ici est extrêmement intéressant. D'une part, bien sûr, le dynamisme de la frange francilienne ici avec la logistique, avec la Cosmétique Vallée, bien sûr le futur, j'espère, autoroute Rouen-Chartres, toutes les activités, et bien sûr l'arrivée de Novo Nordisk, qui va investir énormément d'argent. On parle de 2 milliards. Oui. Voilà. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas que la situation géographique. Tout ça, c'est beaucoup de travail, justement, des élus et qui ont fait un territoire particulièrement attractif pour les investisseurs. Nous sommes face à un maire bâtisseur, au sens noble du terme. Il se préoccupe de ses administrés, de ses entreprises, de la vitalité de son territoire, et qui a littéralement transfiguré le territoire, ou confirmé cette tendance, bien évidemment. C'est pas vous qui allez dire le contraire, c'est sûr, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez, vous, des opérations qui incarnent parfaitement à Maury l'identité que le maire souhaite injecter finalement dans cette vitalité territoriale. Déjà, en radio, j'ai pas intérêt à dire le contraire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, évidemment, une transformation. Alors, il y a une exigence particulière à Chartres, avec les élus, la collectivité. Voilà, c'est assez précis, je dois dire, parce que je travaille dans de métropoles et autres agglomérations. Mais il y a quelque chose qu'on retient ici, c'est la fiabilité de la parole et de l'engagement. Et ça, pour des professionnels comme nous, c'est extrêmement confortable. Bien sûr, surtout dans un contexte de crise quand même majeur. Mais quand même, hein, je lisais 17 opérations à Chartres, dans son agglomération, totalisant 656 lots, avec des exemples de réalisation en cours, par exemple le Faubourg à Maintenon, les terrasses et villas du parc, des enjeux sur les activités tertiaires. Bref, aujourd'hui, vous avez une activité sur le territoire qui est extrêmement vivace. Avec une méthode aussi, Jean-Pierre Gorge en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec Chartres Développement Immobilier. Chartres Développement Immobilier, que je salue, François Andreu, qui n'est pas là, mais avec qui on bosse très très bien. Et je dirais qu'on a commencé, alors les gens, on parle de partenariat, c'est assez calvaudé comme nom. Nous, avec Chartres Développement Immobilier, c'est un peu comme les élections. On a passé le deuxième tour. Là. Enfin, le deuxième mandat, je crois qu'on est en train de valider l'essai, monsieur le maire. Et je pense qu'on a beaucoup de plaisir à travailler avec Sébastien et François Andreu. Et c'est présidente qui ici. Elisabeth Fromont qui est présidente. Excusez-moi, Madame Fromont, je ne vous ai pas cité. Et là, Franck Massu qui est dans les SPL aménagement. Eux deux, ils aménagent et ils construisent des logements. Voilà, nous avons des directeurs généraux, des présidents, voilà. Et moi, je m'appelle Emiliano Zapata. Non, ça fait un peu armée mexicaine, vous savez, avec des présidents, des directeurs généraux. Chez Nexity aussi. C'est normal, je fais mon journaliste, je fais un peu de radio, vous savez, je fais un peu. Mais parce que vous provoquez en moi ce plaisir d'être avec vous, justement. Je voudrais qu'on parle de deux sujets et ensuite on va demander au maire de nous donner son avis. Et a priori, quand il donne son avis, ça va. Deux opérations très emblématiques que j'ai relevées, si vous permettez. Je voudrais qu'on parle d'Oxalis et qu'on parle de la poêle. Ça s'appelle. Pardon ? Poêle percée. Poêle percée. Ça s'appelle. Il y a vraiment une poêle. Les deux qui sont liés, c'est ça? Oui. Absolument, monsieur le maire. Isidore. Alors, c'est Isidore. Oxalis. Vous dites Oxalis, nous on appelle Isidore parce que c'est un quartier emblématique. 115 logements. C'est une grosse opération. Voilà, résidence sociale avec un îlot sud, un îlot sur l'îlot sud, et la poêle percée, c'est la construction d'un immeuble de bureaux avec en rez-de-chaussée 6 logements collectifs sociaux en hypercentre, rue de la poêle percée et place de l'étape du vin. Ça donne juste envie de manger, quoi. Je veux dire. L'étape au vin. Voilà, au vin. Non, mais c'est vrai. Ça me met en appétit. On vous écoute justement sur ces deux opérations à Maury. Très C'était opération où déjà Isidore avec Chartres Développement Immobilier, encore une fois, et d'autre part avec Chartres Habitat, voilà, que je salue ici avec monsieur Samuel Lemercier. En fait, on a fait une opération ensemble avec aussi bien du logement, ce qu'on appelle du LLS, du logement social, toute catégorie, hein, c'est important de le rappeler, du LLI, logement intermédiaire, parce qu'on va peut-être en parler après. Oui, important, le logement intermédiaire, c'est une très bonne mesure. Exactement, mais on va peut-être en parler après. Et bien sûr de l'accession. Alors, on a fait, certes, on a fait de la Pinel, mais on a fait aussi de l'accession. Moi, je suis très heureux, en tout cas, que le PTZ revienne en force,
Puisque finalement, tout ça, la Pinel, la Cellier, tout ça, ça fait monter quand même quoi du prix de foncier. Je ne suis pas sûr que tout le monde était gagnant dans l'histoire. Ni les promoteurs, ni les collectivités. Personne. Voilà, à part les propriétaires fonciers. Je ne sais pas si... Voilà, ça c'est... Bon, c'est pas mon coup de gueule. Non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est hyper intéressant. Et voilà. Et donc, je pense que ce qu'il y a de bien aussi à Chartres, c'est qu'il y a le foncier est bien maîtrisé. Voilà. Si vous déconnez, excusez-moi l'expression, vous ne faites pas l'opération. C'est la règle. Monsieur le maire? Oui, il a raison, on est un peu dur là-dessus. Mais ça, c'est la responsabilité du maire. Vous savez, on dit la capacité d'un maire pour gérer sa ville, c'est d'abord savoir préempter. Des fois, ça attire des ennuis, mais savoir préempter, c'est bien connaître tous les lots, toute la ville en détail. Alors, un PLU, c'est jamais suffisant. Et donc, nous, on s'est doté aussi d'un architecte urbaniste. Il devrait être là. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Mais dans des quartiers, on redécoupe en sous-quartiers et on fait des OAP. Il y a des règlements par quartier, vous voyez. On redécoupe et on a une analyse de la ville qui est très, très, très fine. Donc, quand un promoteur vient, on peut lui dire ça, non, pas ça, pas comme ça. Et, bon, voilà. Et donc, on a resserré la réglementation parce qu'on sait ce qu'on veut construire. Parce que... vous avez mis en place une charte locale, charte sur la construction ou pas? Parce que beaucoup de villes le font. On le fait au travers d'OAP. C'est-à-dire qu'on fait un sous-découpage et qui explique bien comment il faut construire. Et ça, c'est parce que dans n'importe quel PLU, des architectes un peu malins, ils sont capables de trouver des solutions où vous construisez n'importe quoi. Ensuite, vous vous retrouvez au tribunal. Mais ça s'est fait pendant des années dans les villes et c'est pas si facile que ça. Les documents qui paraissent restrictifs, en fait, c'est comme tous les textes de loi, on peut se balader et essayer de trouver des options. Et nous, on est descendu un cran plus bas et on maîtrise vraiment la ville. Et je peux vous dire que sur les 30 ans ou 40 ans à venir, on sait ce qui peut se faire. Alors, des gens pourront altérer ça, modifier, mais il y a un schéma. Vous savez, ce qui est important, c'est d'avoir la vision, et puis ensuite, peut-être tirer des bords de temps en temps en fonction de l'actualité, où il peut y avoir des phénomènes nouveaux. Mais en tout cas, chez nous, tout ça, c'est réfléchi. On va parler, parce que tout ça, bien évidemment, est formidable, mais est-ce qu'on a les moyens de se loger dans le neuf, ici, à Chartres, à Mory? Quel est le prix médian au mètre carré neuf? Parce que tout à l'heure, avec Maître de Bodus, on va parler des prix de l'ancien. Quelles sont les métriques aujourd'hui sur le territoire? Bon, je pense qu'il est important de noter que 2 années de suite, ça peut-être vous surprendre, le prix moyen du neuf à Chartres était plus important qu'Orléans. Ah, quand même? Oui, tout à fait. On était autour de 4250 €. Ça s'explique comment? Ça s'explique tout simplement, il y a plusieurs facteurs. Effet post-Covid? Certainement, l'attractivité de la frange parisienne, bien sûr. Et puis, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. J'en parlais, tu te souviens, quand nous sommes allés à Angoulême. Oui. Et le maire d'Angoulême, Bonnefond, souhaitait faire venir des cadres, des jeunes cadres parisiens, etc. Et je lui avais dit, quand on avait pris un verre, la culture. C'est pas que le transport, c'est pas qu'un TGV, c'est la culture. Et quand vous avez des choses culturelles, parce que les gens veulent sortir, ils veulent avoir un pouvoir d'achat, c'est sûr que voilà. Oui, c'est clair. Bon, voilà. Et donc voilà. Et je pense qu'ici, culturellement, on est très bien doté. Ça, aujourd'hui, des trentenaires pour faire une famille, etc. Les écoles, etc. C'est vrai que Chartres n'a pas que la mélodie, elle a aussi les paroles. C'est vraiment intéressant parce que le contenu est aussi important que le contenancé. Je me rappelle Angoulême, je me rappelle, tu avais posé d'ailleurs cette question sur la mobilité. Effectivement, il faut y trouver un contenu. C'est le cas ici à Chartres. Prix du médian au mètre carré, j'ai relevé 3 219 € du mètre carré. Alors là, tout doit être mélangé. Alors, parce qu'en fait, on doit y avoir la mélangée, alors TVA 5.5, etc. D'accord. Comme tu le sais, il y a des TVA 5.5 avec de la QPV. Les gens mélangent du chou et les carottes. Prenons une enveloppe. On va de combien à combien, grosso modo? En fait, alors moi, j'aime... Voilà. Moi, j'aime pas trop parler... alors, on peut parler de prix d'immobilier, ça parle à tout le monde. Non, mais c'est pour les auditeurs qui nous écoutent. Tout à fait. Voilà, OK, on est... je pense que... Voilà. 3600 à 6000. Voilà. Ouais. Mais globalement, on est autour de 4200, 4250. Non, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent. Ils sont inédits. Donc, on a quand même un gros gap. Quand même. J'ai relevé également, et tu me diras si c'est juste, 18 € au mètre carré à la location mensuelle. Non, c'est en deçà. Alors, si, pour les studios.
Oui, pour les petits. Alors, d'accord, c'est pas une moyenne. Studio, meublé, t'es à 18, 20 euros. Mais sur du neuf, on serait à combien? Non, t'es à 11. 11, 12. Oui. Et Amaury, alors juste une question par rapport justement à tous ceux qui nous écoutent, et les investisseurs aussi dans l'immobilier. Bon, il n'y a plus le Pinel, terminé. On parle beaucoup du LLI. Concrètement, mode d'emploi, qu'est-ce que c'est que le logement intermédiaire? Comment ça fonctionne? Voilà, comment ça marche? Je vais répondre déjà à la première question. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'investissement immobilier, est-ce que c'est intéressant de faire un investissement immobilier en France? Est-ce que c'est rentable? Là, je provoque un peu. Oui, mais moi je dis oui. Fiscalement, c'est quand même très compliqué. Faut aimer la pierre. Mais quand je dis vraiment l'aimer, quoi. C'est le placement plébiscité des Français, pour le dire. Oui. Mais bon, taxe foncière, on mettait tout ça. Oui, voilà. Ça devient. C'est vrai que la Pinel permettait de gommer ça, etc. Bref, aujourd'hui, il y a un système qui vient de se monter qui s'appelle le LLI et qui vient d'être ouvert aux particuliers. Le LLI, avant, était ouvert d'abord à la caisse de logement, à loyer intermédiaire. CDCH, puis ça a été ouvert à tous les bailleurs. Et enfin, moi, on est en train de monter l'opération pour des particuliers. Alors, c'est un peu complexe. Il faut monter une SCI familiale, etc. C'est pas si simple. Moi, je pense qu'on peut faire quelques ventes et je pense que c'est un vrai intérêt. Donc, vous gagnez 10% de TVA, comme vous le savez, puisque c'est une TVA à 10%. Vous ne payez pas de taxes foncières. C'est moins bien pour nos élus, mais c'est un autre sujet. Et pensez absolument. Celui qui achète dans LLI, il est exonéré de taxes foncières. Absolument, sinon ça t'intéresse là. D'accord, oui, bien sûr. Ça intéresse tous les Français, voilà. Moi le premier. Et donc, voilà, donc moi, le sujet, je suis en train d'en monter aussi avec des foncières, avec des véhicules financiers comme le Crédit Agricole, Caisse d'épargne, etc., qui sont très intéressés. Et on est en train de monter les sujets. C'est plutôt des sujets juridiques et fiscaux qui sont en train de... Voilà. Mais il peut y avoir... Mais ça ne sera pas l'alpha et l'oméga. Oui, on ne va pas retrouver le volume qu'on a eu ces dernières années. C'est terminé. Bien sûr. C'est terminé. Et le prêt à taux zéro, donc la possibilité, justement, ce prêt garanti sans intérêt par l'État, jusqu'à 30% pour une maison neuve et 50% dans un logement neuf collectif, ça devrait ressources, un coup de boost, oui, mais quand même. Oui, alors sincèrement, oui, mais parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. Il y a du PSLA pour les gens qui ont les moyens. Il y a du BRS. Il y a de l'accession. Prêt social, location accession. BRS, bail réel solidaire. Voilà, exactement. D'ailleurs, on en a fait les premiers dans la région Centre-Val de Loire, à Tours. Voilà, donc je pense que, sincèrement, c'était mon président à l'époque, Alain Dinin, qui disait, lui, il était contre les défiscalisations. Il voulait que tous les logements soient à 5,5. Pourquoi? Parce que finalement, les accédants payaient 15 points de plus, même fou, c'est-à-dire que les primo-accédants, qu'un investisseur. Parce qu'on leur faisait payer l'avantage fiscal, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'investisseur, il avait l'avantage fiscal. Le primo-accédant, il payait TVA. S'il n'était pas en QPV. Voilà. Okay. Donc, moi, je pense que le PTZ, tout ça, ça compense, etc. C'est bien. Sauf que, en fait, finalement, après, savoir se dire que le prix de logement va baisser, c'est faux. Ça ne va pas baisser. Donc, ça ne baissera pas. Ça ne baissera pas. C'est très clair. Alors, l'ancien, je ne sais pas, on parle... Commentaire, monsieur le maire, sur ce qui a été dit. Vous connaissez le logement intermédiaire, bien évidemment, le LLI. Pensez-vous que c'est une bonne solution? Et l'élargissement, aussi un mot sur l'élargissement du PTZ, qui est maintenant aussi valable sur les maisons individuelles. Oui, non, mais moi, je ne fais pas d'analyse comme ça, parce que, je comprends, les promoteurs immobiliers, ils font marcher des entreprises, mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Je vous dis, la ville, c'est un espace sociologique. Moi, quand je suis arrivé, on a fait une analyse, quand on a fait le PLH, on a regardé, il y avait les logements, toute une catégorie de logements à peu près sur l'agglomération, 38% de logements en dessous de 5 euros le mètre carré par mois, et puis les autres étaient au-dessus de 10. Ce qui nous manquait, c'était du logement intermédiaire. Donc on avait à peu près un besoin de 2500 logements, plutôt type PLS, voilà. Et donc ce qui fait que les gens qui étaient dans le moins de 5 euros par mois, c'est des gens qui avaient les revenus pour pouvoir rentrer entre 5 et 10. Mais ils ne pouvaient pas aller au-dessus de 10. Bien sûr. Donc, ils bloquent la porte d'entrée à ceux qui peuvent rentrer en dessous de 5.
Donc vous voyez, le problème du logement social, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas toute la palette qui correspond aux différentes catégories, c'est-à-dire qu'entre 0, il y a des gens qui ne pourront jamais payer le loyer, et puis jusqu'à 20, si vous voulez, du logement un peu haut de gamme. Et nous, il y avait des trous dans la raquette. Et donc, on PLAI, beaucoup de PLAI, et avec 38% de logements sociaux sur la zone urbaine, c'est-à-dire que la population de logement social la plus dense de la région centre. Chartres, il y avait 38% de logements sociaux, Lucé 63 et Mainvilliers 41. Très au-dessus. Alors aujourd'hui à Chartres, vous savez combien on a de logements sociaux? Combien? En nombre, le même nombre, 6 000, et on est à 27. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait sortir des personnes du... Non, on a augmenté le parc de privé. Dans chaque programme, donc on fait 2 tiers, 1 tiers. Donc on augmente le parc de privé. On a construit beaucoup et aujourd'hui, on a un ratio à 27. Moi, je veux le monter à 30 parce que la ville-centre doit faire plus de social que les autres parce que c'est là où il y a tous les outils, les commerces et tout ça. Les gens n'ont pas forcément les voitures et tout ça. Donc la loi qui dit c'est 25% ou 20%, s'il n'y a pas de tension, c'est une connerie. C'est une connerie parce qu'il faut l'adapter à l'endroit. Voilà aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Que ça permet une meilleure mixité sociale? Bien sûr. Moi, je dis, l'approche ici, elle est faite, nous, mixité sociale. On ne veut pas des quartiers où il y a les pauvres et par quartier où il y a les riches. Donc voilà, vous aurez toujours quelques espaces où c'est un peu plus riche, mais surtout pas de ghetto. Parce que là, dans les ghettos, c'est là qu'on a tous les problèmes et il y a une petite partie de la population pour pourrir la vie de toute la cité. Et donc là, je vous garantis qu'on a gagné des parts de marché là-dessus. Mais c'est une approche sociale. Moi, je voudrais que les promoteurs soient plus dans cet esprit-là. Alors, je vous le dis carrément, avec ce qui s'est passé sur la crise, là, tous les programmes étaient plantés. Eh bien, nous, on a été faire nos courses, nous. On a été acheter du LLI. On a acheté à 2600 € le mètre carré. Vous voyez ? Oui. Et avec ça, on construit nos logements intermédiaires. Alors, tout le monde me dit, c'est la catastrophe, le logement. Oui, attendez, c'est une chance, ce qui va se passer. Ils vont être obligés de lâcher. Et nous, on prend des logements qui étaient partis pour être vendus 3500, 4000, on les achète à 2006. Vous comprenez? Et là, on fait un stock de logements intermédiaires. Moi, je comprends, c'est les promoteurs qui m'écoutent qui vont comprendre. Ah oui, mais attendez. Ça dure un temps. Oui, mais en attendant, oui, mais si vous voulez, vous dites ça dure un temps, mais si s'il y a des télévisions pas chères chez Leclerc, non, mais vous avez raison. Pendant un mois, j'en achète une dizaine et je vais pas m'en acheter tous les jours. Donc le stock est rempli. Donc, mais vous voyez que là aussi, ça donne des opportunités. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité. Non, mais l'approche, elle est sociologique parce qu'à ce prix-là, on peut construire du logement intermédiaire. Écoutez, moi, le problème que j'ai à régler, c'est par rapport à tout ce que j'entends comme discours sur le logement, c'est qu'il y a 1500 emplois en cours de recrutement sur Chartres. Ouais. D'accord ? 1500 vont générer, chaque emploi va en générer 2 autres. Oui. Donc, c'est un potentiel de 4000 à 5000 personnes qui vont avoir besoin de se loger ici. D'ailleurs, le Novo Nordisk qui a investi 3 milliards, son problème, ils savent faire marcher leur process. Les gens qui vont embaucher, c'est des ingénieurs, des techniciens de haut niveau. Ils savent faire ce boulot-là. Leur seul problème, c'est l'offre de logement. Le logement. Et vous voyez, quand on pouvait construire rapidement, eh bien, ces taux sont partis de travers. Ça a bloqué le logement. Et quand vous prenez le Covid et vous prenez ces histoires de taux derrière, parce que l'État peut avoir une influence là-dessus. Bien sûr, et ça n'a pas été le cas. Ils ont voulu donner un coup de frein brutal. C'est quelqu'un qui, à Bercy, a freiné du frein avant. Et là, tout le monde est passé par-dessus le vélo. Mais l'inertie pour redémarrer ça derrière, c'est gênant. Et nous, notre handicap par rapport à notre dynamisme économique, c'est de produire des logements. Bien sûr. Il n'y a pas qu'à Bercy que ça a bloqué. Ça a commencé à l'Élysée quand même aussi. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. En un mot, pour conclure, Amaury Vallée, ancrage de la marque historique, des marques historiques de Nexity, avec un territoire de grande vitalité. Je pense que, vu la configuration du secteur actuellement et la crise profonde que le logement traverse, c'est plutôt rassurant de voir justement la collectivité locale s'engager à ce niveau-là. On est d'accord? On y croit tellement que je fais venir... C'est rare qu'elle se déplace, tu la connais? Oui, bien sûr. Véronique Pédag, ma présidente, directrice générale, viendra le 25 juin faire la première pierre de Chartres Isidore et de la Paul Percé. Donc c'est un peu un signal fort de dire, voilà, Chartres, c'est important pour Nexity. On croit dans ce territoire. Voilà. Et ensuite, on ira goûter la bonne gastronomie de Chartres, bien évidemment. Toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci. Merci à Amaury Vallée. Applaudissements, s'il vous plaît. Pour Amaury Vallée, directeur général.
de Nexity, Centre Val-de-Loire. À suivre, monsieur le maire. Décidément, je passe un très bon moment. Voilà, notre séquence Parlons bien. Je vous propose que nous recevions Maître de Baudus, qui est notaire ici à Chartres, avec notre séquence le Conseil supérieur du notariat pour Parlons bien. Les clés de la ville, Parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Mais écoutez, ça a le mérite d'être clair, nous allons parler bien au sens propre et au sens figuré. Vous êtes ici avec nous à Chartres, il faut venir à Chartres. D'ailleurs, on a le maire qui veut absolument nous accueillir, donc on est ravis. On va venir ici à Chartres, on va tous venir à Chartres avec notre hôte. En tout cas, on est ravis d'être ici avec le maire Jean-Pierre Gorge. Applaudissements pour le maire Jean-Pierre Gorge. Un immense merci, vraiment, c'est un vrai plaisir, on passe un excellent moment. Et nous recevons également sur le plateau, pour Parlons bien, le représentant du Conseil supérieur du notariat qui est notaire ici à Chartres, c'est Maître Nicolas de Baudus de Fransur qui est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Première question posée par notre ami Olivier Marin. Oui, alors Maître, avec vous, on va faire bien sûr un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais aussi délivrer des conseils pratiques. Quelques chiffres clés pour démarrer. Statistiques sur un an, 2300 comme 2300 €, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Chartres, ce qui correspond à une baisse autour de 2% sur un an pour les appartements. Mais si on regarde en arrière, un peu plus loin derrière, il y a 5 ans, les prix ont augmenté de plus de 12%. Deuxième chiffre clé, 216 000 comme 216 000 €, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Chartres, là aussi une petite baisse. Volume des ventes en baisse, mais c'est le phénomène qu'on a retrouvé partout. On est autour de moins 15% sur un an. Avec la combinaison baisse des prix et baisse relative des taux d'intérêt, Maître, y a-t-il depuis quelques mois ou quelques semaines un regain d'activité ici à Chartres pour les projets immobiliers? Oui, indéniablement. La question, c'est pourquoi et qu'est-ce qui explique la reprise? Alors, l'activité est plus soutenue, les choses repartent. Donc, vous confirmez la tendance, le marché? Oui, c'est une tendance, bien sûr. D'ailleurs, c'est une tendance qui est pas spécifique à Chartres, bien entendu. C'est une tendance là, on le voit très bien avec les chiffres, les derniers chiffres des mois derniers, avec une augmentation de l'ordre de 5 ou 6%. La question, c'est de savoir la raison. Est-ce que c'est réellement une reprise? Est-ce que c'est un correctif? Bien sûr. C'est que quand on est dans une crise comme celle qu'on a connue, qui est d'ailleurs une crise, notamment pour des villes moyennes comme Chartres, là aussi c'est très classique, qui est plutôt une crise du volume qu'une crise du prix. Vous l'avez très bien dit. Oui. Baisse de prix, ok, sur un an, mais regardez sur 5 ans. Alors il y a d'autres raisons qui expliquent cette hausse, on en reparlera sûrement, et notamment eu égard au territoire. Mais voilà, il y a un moment, dans une crise immobilière, quand les ventes ne se font plus, il y a un moment où les vendeurs ne peuvent plus attendre. Et donc, il est certain qu'il faut encore analyser cette timide reprise. Moi, je parle de frémissement. Oui. Néanmoins, voilà, on constate effectivement... Donc, une reprise, mais fragile. Fragile et surtout dont les causes ne sont pas encore tout à fait bien connues. Voilà. J'espère qu'elle n'est pas fragile. J'espère que c'est réellement une reprise de l'activité. Voilà, alors, on va voir. Maître, pour ceux qui ne connaissent pas Chartres, quelles sont les spécificités du marché immobilier à Chartres, justement? Expliquez-nous un peu. De l'ancien, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on se loge facilement dans l'ancien, ici à Chartres? Ou est-ce que la tension du marché locatif, comme de l'accession... Monsieur le maire disait tout à l'heure que vous parliez de la hausse des prix, en disant que, par définition, les prix allaient augmenter parce que c'est une ville attractive. Donc, on arrive à se loger... Oui, on arrive à se loger. On connaît les mêmes entraves, je dirais, que là aussi, dans beaucoup de villes moyennes, avec cette spécificité, là aussi, peut-être on va y revenir, d'un territoire qui attire. Vous savez, quand on a parlé de ce qu'on a appelé l'effet Covid, à parler de l'effet Covid, les gens venaient s'installer, partent de Paris, vont en province. Oui, de l'air, de l'espace et du verre. Voilà, exactement. Mais ça, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est un effet, pardonnez-moi, mais une annonce des journalistes? Est-ce que c'est une réalité de ce qui est en train de se passer? Au Conseil supérieur du notariat, on a, à l'époque, analysé ces chiffres et on a pu déterminer de manière très claire sur des chiffres précis que l'Eure-et-Loire avait été le premier département de destination. Alors évidemment, l'ampleur du mouvement était très exagérée, mais il y avait réellement un mouvement et ce mouvement, le premier territoire, c'était l'Eure-et-Loire et Chartres en particulier. Donc,
dans ces conditions-là, évidemment, c'est... Pour de la résidence principale ou pour des résidences secondaires? Pour de la résidence principale. Je parle de résidence principale. C'est-à-dire des gens qui, à l'occasion du Covid et pour les raisons que vous avez dites, souhaitaient s'installer en province. Par exemple, l'attractivité de la Loire, pas loin. Avec plus de moyens sur Chartres d'avoir un jardin, un peu de commun qui leur permettait de respirer. Et des prix plus abordables. Et bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que monsieur à une encablure de Paris, quoi. J'espère que les prix à Chartres ne vont pas augmenter tant que ça. C'est normal qu'ils aient augmenté, encore une fois, parce qu'on est sur un territoire, sur une commune qui a fait des investissements dont vous avez parlé, structurants, qui attire du monde. On a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas parlé de l'Odyssée, on n'a pas parlé d'autres choses. Donc ça attire du monde, mais on ne peut pas... je veux dire qu'un territoire comme le nôtre doit aussi avoir des prix qui restent relativement raisonnables pour que, précisément, la vigueur du marché demeure. 2300 €, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un prix médian. Pour ceux là aussi qui ne connaissent pas Chartres, quels sont les écarts de prix selon les quartiers? Expliquez-nous. Alors, on a là aussi très classiquement un marché, des micro-marchés. Je veux dire, si on prend l'exemple du centre-ville ou d'autres quartiers comme le quartier Échanzy, effectivement, c'est pas alors, du ça tout... peut monter jusqu'à combien, justement? Eh bien, dans l'ancien, sur ces quartiers-là, j'ai presque envie de vous dire que il n'y a pas de chiffres à donner parce que il n'y a même pas de marché. Non, mais je vais vous les donner. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché immobilier. On est d'accord, mais ça donne des tendances pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas la ville. Enfin, c'est la question qu'on pose à chaque fois dans chaque ville, c'est de nous donner justement des tendances. On sait que chaque bien est unique. Non, alors si vraiment vous voulez un chiffre, j'ai compris que vous aimiez bien les chiffres. C'est important. C'est important. Les journalistes adorent ça. Oui, c'est ça. Si on doit donner un chiffre, et encore une fois, c'est vraiment à prendre avec prudence, c'est qu'on peut monter à 5 ou 6 000 €. D'accord. Voilà. Alors en plus, si vous voulez, la notion au mètre carré dans une maison ancienne me paraît pas forcément pertinent. On est d'accord. Il faut être aussi clair là-dessus. Appartement, donc c'est-à-dire centre ou côté cathédrale, on peut aller jusqu'à 5-6 000 € par mètre carré. Oui. Alors, j'étais plutôt... mais c'est du Malraux. D'accord. Mais derrière la cathédrale, je viens de visiter un certain nombre de logements, là, c'est 6 000 €. 6 000 € du mètre carré, oui, quand même. Enfin, on est presque dans les prix. Mais vous savez, moi, deuxième couronne parisienne, très facilement. Moi, je pense que l'hypercentre, aujourd'hui, vous avez 1500 logements vides. Ça s'est vidé à une époque, je dis, avec la voiture, les gens sont partis à l'extérieur. Oui. Et là, on va ramener du stationnement à l'intérieur de la ville historique, 700, 800 places. Et là, le jour où il y a le stationnement dedans, le prix du mètre carré va monter au-dessus de 6 000, vous verrez. Avec la cathédrale, avec justement l'attrait touristique, y a-t-il un effet Airbnb, entre guillemets? Et le centre qui a été refait, qui est très attractif. Bien sûr. Dans quelle mesure pour avoir une écoutez, idée. vous avez la cathédrale, c'est 1 500 000 touristes par an. Chartres en lumière, sur une année, c'est 1 million de visiteurs. Énorme. Oui. Énorme. Donc vous rajoutez tout le bruit de fond, on a pratiquement 3 millions de personnes qui viennent, qui repartent. Vous voyez, donc forcément, Airbnb... c'est un sujet. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez mis en œuvre, par exemple, la boîte à outils de la loi Le Meur, par exemple, ou comme votre collègue de Saint-Malo, carrément, qui... Ça va venir, mais c'est... Voilà. Qui demande à compenser, voire à interdire. On sait que c'est allé trop loin. Ça va trop loin. Alors surtout que dans des villes comme Chartres, qui est une ville assez touristique, vous pouvez dénaturer le centre-ville. C'est une population qui est de passage. Et là, sociologiquement... ça devient une station balnéaire, vous savez, comme vous allez au Lavandou l'été, en hiver il y a 1000 habitants, et puis bon, en ce moment c'est humide, et puis vous avez 50 000 personnes pendant l'été, ou 60 000, ça n'a pas de sens. Enfin, vous voyez, donc c'est pas ça qu'on souhaite. Maître. Alors oui, j'imagine, on veut pas être une station balnéaire. Néanmoins, il n'y a pas que des excès par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui s'est développé aussi dans l'investissement, pour des gens qui nous écouteraient, l'investissement d'un studio qui pourrait faire, ou un petit appartement qui pourrait faire du Airbnb dans le centre-ville, à partir du moment où c'est maîtrisé, j'entends, s'explique aussi, vraisemblablement, par les politiques qui ont été mises en place vis-à-vis du tourisme. C'est-à-dire que, vous en parliez mieux que moi, mais j'imagine, vous savez, quand on est sur une ville qui est si proche de Paris, on est à une époque sur un passage. Tout l'enjeu a été, je crois, de conserver aussi des touristes qui puissent consommer. Ah oui, je comprends. Une politique d'attractivité touristique qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même des hébergements. Mais le revers de la médaille, c'est aussi après de loger les habitants. Oui.
Parce que la structure hôtelière ne permet pas d'absorber ce flux. Je pense qu'il a été, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je pense qu'elle a été développée, cette offre, et qu'il le fallait. Mais évidemment, mécaniquement, on a aussi une partie du marché privé qui va profiter de ça. Bien sûr. Après, évidemment qu'il faut maîtriser ça. Il ne faut pas se retrouver dans une situation... C'est vrai que c'est de la haute couture, monsieur le maire, parce que vous ne voulez pas interdire forcément. Non. Pour interdire, c'est aussi d'ajuster, bien évidemment. C'est le trop qui est toujours gênant. Oui, mais voilà. Si vous faites trop... Mais vous voyez, la capacité d'une ville de province, vous savez comment on la mesure, notamment au niveau hôtellerie, c'est celle qui peut accepter une arrivée ou un départ de Tour de France. Oui, pour pouvoir héberger. Voilà. Et oui. Il y a des villes de province, pas trop loin, qui ont demandé souvent, mais la limite, c'est ça. La limite, c'est l'hébergement, la capacité à héberger. Donc, et là, on a eu 3 fois le Tour de France, nous. Donc, voilà, donc on a montré que ça marchait. Donc, on a vu aussi le nombre d'annuités dans l'hôtellerie monter largement. Il faut du Airbnb, mais pas que ça soit généralisé. Dernier point, Olivier Marin. Mettre, juste avant les conseils pratiques, voilà, en dehors de Chartres ou les communes périphériques, quels sont les quartiers, les communes qui se développent, pour ceux, là aussi, qui ne connaissent pas la ville? Vous voulez dire dans l'agglomération? Oui. Alors, je pense qu'on peut citer Champfol. Alors Champfol, c'est ce qu'il faut que je vous décrive. Oui, bien sûr. Champfol, c'est une commune qui est, on va dire, sur la route de Paris, qui est très proche, qui bénéficie des infrastructures. Je pense notamment, je reviens là-dessus, mais à l'Odyssée. Qu'est-ce qu'on peut citer? Une sortie d'autoroute aussi qui permet. Il y a une sortie d'autoroute, c'est ça, c'est l'arrivée de l'autoroute. C'est top ça. On peut citer Lèves, on peut citer Luisan, on peut citer le Coudray. J'ai envie de dire que elles se développent toutes. Après, voilà, s'il faut en citer, il faut en choisir, parce qu'il y a beaucoup de communes dans l'agglomération, y compris. Et à des prix très abordables sur l'ancien. Ça reste raisonnable, ça reste raisonnable. Non, mais le curseur, c'est prix parisien versus. Voilà. Oui, c'est ça. À Champfol, on ne va pas avoir les prix de Paris. Ah non, voilà, j'exagère. Non, on reste il y a une certaine uniformité, finalement. Voilà, d'accord. On va rester sur des prix qui sont conformes dans toutes les communes que je viens de citer, qui sont en fait la banlieue de Chartres immédiate. Conseil pratique, cette tradition. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui, dans ces périodes de contexte aussi économique, politique, pas simple, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Quelles sont vos règles d'or, vos conseils, vos fondamentaux, maître? Alors, pour un acquéreur, je crois qu'aujourd'hui, le conseil à donner, c'est l'environnement. L'environnement au sens environnement du logement. C'est-à-dire qu'on n'achète plus seulement un logement, je crois qu'on achète un quartier. Oui. École, commerce, loisirs. Voilà. École, commerce, là où il fait bon vivre. Donc je crois qu'il faut être particulièrement vigilant quand on achète un bien aujourd'hui à l'environnement. Il faut que ça corresponde. Je crois, il y a des quartiers différents à Chartres et on n'est pas tous faits pour aller dans n'importe quel quartier. De manière générale, monsieur le maire disait tout à l'heure, on n'est pas obligé d'accueillir tout le monde. Je suis assez d'accord. Voilà, donc il faut prendre connaissance de son environnement. Ça, c'est pour l'acquéreur. Côté vendeur, je dirais que c'est un conseil effectivement de notaire, c'est qu'aujourd'hui, quand les dossiers se sont beaucoup complexifiés, et je crois qu'il est important aujourd'hui de consulter des professionnels, agences immobilières, notaires, dès lors qu'on a le projet de vendre. Parfois, on se rend compte, c'est quelque chose dont on se rend compte dans nos dossiers, qu'il y a des choses qui sont prises trop tard, des choses qui auraient pu se régler très facilement, à la fois sur des aspects techniques, des aspects juridiques. Et je crois que le conseil qu'on peut donner à un vendeur, c'est que dès qu'il a cette volonté de vendre, qu'il aille voir son notaire pour faire un bilan de son bien. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Applaudissements pour Maître Debaudus, Nicolas Debaudus. Je rappelle que c'est notre séquence du Conseil supérieur du notariat et vous êtes notaire à Chartres. On peut vous trouver facilement sur Internet parce que le conseil... Comme tous mes confrères. Allez voir son notaire, voilà, c'est comme aller voir son cardiologue, c'est le thérapeute de votre santé patrimoniale. On ne pouvait pas dire mieux. Voilà. On se retrouve pour notre prochaine séquence, dernière séquence. On va parler d'un sujet qui passionne le maire notamment, la transition énergétique, la rénovation énergétique et plus largement le fait de bien respirer en ville. C'est un gros sujet. On va recevoir pour cela notre ami Pierre-Marie Perrin. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Voilà, c'est notre dernière séquence des clés de la ville, ici à Chartres, où je vous incite à venir. Une ville magnifique, une ville attractive.
pour ceux qui aiment une ville gastronome également, parce qu'on mange bien à Chartres. On boit bien, on mange bien, parce que nos territoires ont beaucoup de talent. Et ici, à Chartres, vous vous êtes surpassé, toujours accompagné de l'hôte de ces lieux. Il est avec nous, c'est le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge. Applaudissements. Et encore une fois, merci aux équipes, vraiment avec beaucoup de chaleur, de l'accueil qu'ils nous ont réservé. On va parler affaires aujourd'hui énergétiques, rénovation, transition, avec vous. Bonsoir Pierre-Marie Perrin. Bonsoir Sylvain. Directeur des affaires publiques chez Elio, acteur majeur de la rénovation énergétique en France. Question posée par notre ami Olivier Marin. Oui, et juste en introduction, c'est vrai que plus que jamais, on a besoin de confiance. On a besoin de transparence, de pédagogie, puisque la rénovation énergétique, ce n'est pas qu'une contrainte réglementaire. C'est à la fois réduire les dépenses d'énergie, c'est contribuer aux défis climatiques, c'est s'impliquer dans la transition, et puis c'est valoriser son patrimoine immobilier, donc celui des autres, et donc celui des générations futures. Alors, comme d'habitude, Pierre-Marie, vous allez nous expliquer un petit peu les dernières actualités réglementaires. Je crois qu'il y en a eu quelques-unes, notamment une sur l'efficacité énergétique à l'égard du secteur public et donc des collectivités locales. Alors je vais en parler, mais Olivier, vous dites une chose très importante, c'est la confiance, mais une deuxième chose, c'est la lisibilité. Et la lisibilité des dispositifs. Aujourd'hui, lorsque vous voulez rénover votre logement, vous pouvez aller voir l'ANA pour MaPrimeRénov', vous pouvez obtenir des C2E, des certificats d'économie d'énergie, et vous avez également la possibilité d'aller voir votre collectivité qui va abonder et qui va donner une aide locale parfois. Donc on parlait de décentralisation, mais aujourd'hui, il y a pas mal de fraude dans les dispositifs. Et pourquoi les collectivités, les maires qui connaissent très bien leur tissu de logement, qui connaissent très bien leur population, ne pourraient pas avoir les mains libres pour pouvoir eux aussi disposer de moyens financiers, d'aides supplémentaires pour aller au plus près de leurs citoyens. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ça aurait été top. Mais je pense que c'est très important. Les réalités locales, elles sont différentes en fonction de chaque territoire. On le verra tout à l'heure par rapport à Chartres et par rapport au nombre de logements qui sont classés F et G. D'ailleurs, sans trahir de secret, Chartres est un très bon élève. Mais vous me parliez d'actualité réglementaire. Il y en a une principale. C'est aujourd'hui a été votée une loi qui est la PPL, enfin la loi Cazenave maintenant, qui vient d'être votée il y a quelques minutes au Sénat, oui, qui vient lutter contre les différentes fraudes aux différents dispositifs. On parle beaucoup de démarchage téléphonique, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, vous avez des fraudes au certificat d'économie d'énergie, à MaPrimeRénov'. Et donc, on parle de créer aussi un ordre des diagnostiqueurs. Exactement. De fiabiliser aussi les DPE, puisque aujourd'hui, un DPE est l'alpha et l'oméga du logement. On en a fait la porte d'entrée, que ce soit pour estimer son logement, avoir une décence énergétique, mais également, aujourd'hui, maintenant, il y a la valeur verte. Donc, un DPE vient donner une valeur particulière à un bien. Et on estime qu'il y a 1 300 000 DPE frauduleux en France. Exactement, et c'est pour ça que la ministre essaie en ce moment avec plusieurs acteurs de fiabiliser ce dispositif, et notamment vous parliez de la création d'un ordre des DPistes, mais utiliser des moyens technologiques comme l'IA pour aller détecter lorsqu'il y a des DPE qui sont en train F, en train G, où on ne sait pas très bien, et donc on met en place des outils importants. Je reviens à la question des collectivités territoriales. On a également eu une transposition d'une directive communautaire dans le droit français, il y a quelques jours, qui vient donner des objectifs extrêmement concrets pour les collectivités territoriales, et notamment pour celles de plus de 50 000 habitants, qui vont devoir baisser leur consommation énergétique à hauteur de 1,9% chaque année, sur la base de 2021. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des Français et des collectivités territoriales, c'est de faire baisser leur budget de fonctionnement. Et avec la hausse qu'on a pu constater, notamment après le conflit, le début du conflit ukrainien et russe, c'est très important. Et donc, pour gagner des marges de manœuvre financières, il faut réduire sa consommation énergétique, que ce soit sur l'éclairage public, que ce soit grâce au raccordement au réseau de chaleur de certains bâtiments et utiliser l'énergie qui est sous nos pieds. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place pour accompagner les collectivités. Et les collectivités locales, est-ce qu'elles ont toujours droit au fonds vert, le fameux fonds vert? Alors, elles ont droit au fonds vert, mais on le sait qu'il a baissé. L'État n'a plus d'argent, c'est un secret pour personne. Et il faut trouver maintenant des astuces pour essayer de financer ça. Donc le fonds vert existe encore, mais il faut réussir à le mobiliser. Et il est moins important qu'auparavant. En revanche, vous avez des aides dites privées, comme le certificat d'économie d'énergie, qui permettent aussi d'aller chercher des financements autres pour financer la transition énergétique.
Alors, vous avez récemment publié une enquête sur les attentes des administrés à l'égard de leurs élus locaux dans la perspective des municipales 2026. Ah oui. Quels sont les principaux enseignements ? Alors exactement, on a réalisé un sondage avec l'IFOP auprès de très nombreuses communes en France, et ce qu'il en ressort, c'est que déjà l'écologie a baissé dans les attentes prioritaires des Français vis-à-vis de leurs élus ou de leurs futurs élus. Pourquoi ? C'est très simple, on en parlait par le... Ils ont arrêté de faire du vélo ou... Non, ils n'ont pas arrêté de faire du vélo. En revanche, ils mettent la sécurité. D'accord. Pour une autre raison. Oui. Alors oui, explication selon vous. Mais... C'est parce qu'ils réfléchissent. Ils ont bien vu les Dupri. Moi, je pourrais vous en donner un certain nombre. Dupri. On a emmené les Français. ZFE, ZAN. Mais non, rien que sur les énergies, avec l'éolien, le photovoltaïque, on a fait croire des choses. Quand on a baissé le nucléaire, alors là, moi, j'ai participé à des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale pendant des années. Je peux être que d'accord. J'en connais un rayon là-dessus. On a emmené la France dans des idées fausses. On peut en parler, peut-être échanger là-dessus, mais alors là, c'est hyper important. C'est déterminant. Et là, je pense qu'ils ont commencé à s'en apercevoir. Parce que quand on rachète le mégawatt de photovoltaïque à 40 €, eh bien, c'est plus rentable. Vous ne pouvez plus installer vos fermes photovoltaïques. C'est terminé. Eh bien, si demain, c'est la même chose sur l'éolien, tout ça, ça disparaît. Vous ne pourrez pas le payer. Le nucléaire, c'est 6 centimes le kilowatt. Et là, on rachète 4 centimes. Donc, c'est terminé. L'État vient de voir qu'il y a des milliards qui ont été engagés pour subventionner, racheter d'électricité qui ne sera pas utilisée. Et le trou, on se demande comment il est constitué, le déficit structurel. Passé 15 ans, la Commission des finances, et 3 300 milliards de dettes. Regardez l'impact de ces ENR qu'on finance, qu'on doit rembourser. L'Europe nous demande, parce que tout ça, ça a été subventionné, et l'Europe va nous demander de le rembourser. Vous allez voir le travail. On n'a pas fini. On a emmené tout le pays là-dedans en faisant croire qu'avec le soleil et le vent, on allait chauffer tout le monde. Écoutez, même au Portugal, où il y a du vent en permanence qui font tourner des moulins, ils n'ont pas réussi. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Et en même temps, le nucléaire, on l'a redémarré. On est revenu exportateur de nucléaire. On a vendu 80 terawatts pour 20 milliards qui rentrent dans la balance commerciale qu'on a vendue. Et on va doubler la capacité du nucléaire. Ça veut dire que tous les électrons qui seront fournis par autre chose que le nucléaire aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc vous le subventionnez et vous ne pouvez pas l'utiliser. Et on le paye. Mais c'est la grosse arnaque. Beyrouth cherche 40 milliards. Mais il y en a plein là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a des trains qui ont été engagés là-dessus. Et c'est l'inertie de ce train que personne ne s'est arrêté. Mais n'importe quel scientifique vous le dira. Bien sûr. Alors, il y a une personne qui parle bien là-dessus, c'est Jean Covici, il l'explique bien. D'ailleurs, je trouve qu'il s'est amélioré sur le photovoltaïque. Il était un peu sur le photovoltaïque tolérant. Sur l'éolien, il l'a tué rapidement. Mais sur le photovoltaïque, ça là, il est rentré dedans. Et puis l'État a compris, puisque à 40 €, comment vous faites ? Il y a des fermes qui se sont installées partout. Donc, non, mais vous vous rendez compte, les Français, ils financent ça. Et derrière, on doit racheter quelque chose qui ne sera pas utilisé. Et moi, le plus beau, ce que j'ai vu, c'est que les gens s'en sont aperçus. Et dans notre département, il y a quelqu'un que je connais bien, c'est un ami, il réclame que l'État s'engage sur le rachat en mégawatts et le prix de rachat. Pour quelque chose qui ne sera pas utilisé. Non, mais attendez, on va mourir. Oui. C'est qui Jean-Pierre Gorge ? Je ne veux pas le dire. J'ai une réunion. Non, mais entre nous, personne ne nous écoute. Mais non, attendez. Regardez où il y a des fermes, il y en a 2-3 dans le département. Et il y a des gens qui vont en construire là sur Châteaudun. Mais c'est de la folie. Ok. Bon. Vous savez quoi ? Jean-Pierre Gorge, président. J'adore. Non, mais je vous le dis. Non, mais écoutez, je prends un plaisir. Écoutez, non, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Non, et c'est pour ça que moi, personnellement, juste un petit rajout. Moi, j'ai salué Madame Borne. Quand elle est ministre, Premier ministre, elle redémarre le nucléaire. Elle fait que rappuyer sur les boutons et redémarrer. Vous voyez ? Elle a redémarré et l'électricité, tout s'est normalisé. EDF est devenu majoritaire, c'est-à-dire qu'il est propriétaire maintenant de chez lui. Et les choses se sont remises déjà dans l'ordre. Mais alors, vous savez, je vais aller voir. On avait perdu la compétence déjà du nucléaire. Oui, et bien vous vous rendez compte. Non, moi, ce que je propose, parce que maintenant, l'eau, comme l'électricité, pour moi, c'est des produits d'utilité publique.
Et le prix ne doit pas se faire à la corbeille, comme dirait De Gaulle, mais à l'Assemblée nationale. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Ça, je crois entendre De Gaulle. Vous vous rappelez de l'audition, je crois que vous étiez au Parlement encore. Vous vous rappelez de l'audition d'Henri Proglio? Oui, bah, je le connais bien en plus. Ouais, quand il dit c'était extraordinaire, grâce au général de Gaulle, on avait monté. Parce que quand même se souvenir que dans les années 60-70, la France était l'un des premiers producteurs mondiaux d'électricité la moins chère au monde et les plus en avance sur le nucléaire. Vous en rappelez. Et Henri Proglio disait la chose suivante à l'Assemblée, vous y étiez, en disant comme en France, on a d'abord cassé tout ce qui marche et forcément on a tout détruit en l'espace d'une génération, bien évidemment, ce qui conforte absolument votre point de vue. On va peut-être continuer parce que le temps passe. On va reprendre justement peut-être le fil sur les principaux enseignements de votre enquête alors. Principaux enseignements, ils sont doubles pour les collectivités territoriales. C'est que la rénovation énergétique du parc public est une des priorités pour les ménages et pour les Français qui ont été consultés, ainsi que la rénovation énergétique des écoles. Aujourd'hui, les écoles, c'est un point central. Tout le monde est touché par la question des écoles, que ce soit des personnes en tant que parents, que ce soit les enfants, mais que ce soit les grands-parents. C'est aussi le socle de notre société. Donc des Français, des enfants qui vivent dans des températures à 16 ou 17 dans des écoles l'hiver et à 25 ou 26 dans des classes l'été, et encore je suis gentil, c'est une problématique nécessaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chauffage, mais on parle moins de confort d'été. Aujourd'hui, c'est un sujet qui arrive, en même temps que le sujet sur l'eau. La maîtrise de l'eau est un des sujets qui préoccupent les Français pour les prochaines municipales. Et donc je pense qu'il y a des sujets dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui viennent sur la table. Et pourquoi est-ce que l'écologie a reculé aussi? Parce que les Français, ils ont d'autres priorités. C'est l'économie, la sécurité, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat et aussi la baisse de la dette. Et ça, ils l'ont compris. Pierre-Marie, on voit 80% des Français souhaitent que leur maire ait davantage de pouvoir. Ça conforte tout ce que disait Jean-Pierre Gorge tout à l'heure, pour agir sur l'environnement, mais finalement pas que. Mais l'écologie, elle doit être locale. L'écologie, elle est proche des territoires. La réalité à Marseille n'est pas du tout la même que la réalité en Picardie ou dans le sud-ouest. Exactement. Bien sûr, absolument. À Strasbourg. Ok, on continue. On va voir justement, et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous accompagnez sur la rénovation énergétique, mais tout d'abord l'état des lieux du parc de logement à Chartres. Alors, vous disiez que c'était la 48e ville que l'on sillonnait dans l'émission des Clés de la Ville. Et bien, Chartres est la première des villes qu'on a parcouru qui a le moins de logements avec un DPE F ou G. Donc, la première. Donc on est aux alentours de 9% de F et G, alors que la moyenne nationale est à 17%. À 17%. Donc c'est quasiment parmi les 5 premiers, les 10 premiers. Comment ça s'explique? C'est dans les premières villes françaises avec le moins... Comment c'est possible? Alors, dans les premières explications, c'est déjà que, on reconstruit beaucoup de choses. On a cassé à peu près 2000 logements sociaux. Et puis, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que quand on casse, on doit reconstruire. Et quand on construit, on est dans les normes, les dernières normes. Bien sûr. Donc tout se fait de manière intelligente. Et en plus, c'est le fruit de votre politique sur les 20 dernières années. Et puis ensuite, quand on construit des bâtiments comme ça, vous allez voir l'exemple de ce qu'il faut faire. Ici, ça, Villemotte, il y a quelques années, 15 000 mètres carrés. Vous savez comment on est chauffé et refroidi? Parce que l'été, il fait chaud ici. Vous savez comment on est chauffé et refroidi? Et à quel prix? On est chauffé et refroidi à 10 € le mètre carré par an. 15 000 mètres carrés. Ouais. Géothermie, mais bien sûr. Vous avez 28 pieux, là, ici, des puits. Il y en a 28 à 162 mètres. La nappe est à 162 mètres. Elle est à 15 degrés. Donc, avec 15 degrés, on refroidit jusqu'en circulant. Et puis, quand il faut monter pour aller à 19-20, on a juste à franchir de 15 à 20 degrés. Et là, l'énergie qu'il faut pour ça, elle est faible. Et donc, ça ne nous coûte pas beaucoup. Quand vous avez des pompes à chaleur, vous essayez de faire marcher quand il fait moins 5 dehors. Il vaut mieux ouvrir la porte de votre frigo, vous avez 4 degrés. Mais c'est vrai. C'est bon, ça. Le 100% pompe à chaleur du gouvernement, c'est une ineptie. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, elles fonctionnent dans un climat tempéré. Et quand il fait très chaud, très froid, la pompe à chaleur, elle marche où il fait beau. Elle tire énormément. Elle marche où il fait beau. Comment on fait pour casser ces modèles? Vous avez raison, Pierre-Marie, parce que pompe à chaleur, c'est pas une réponse à tout. Le photovoltaïque, c'est pas une réponse à tout. C'est quoi le bon truc? C'est un hybride de tout ça? C'est une aspérité territoriale très fine? Alors, il y a l'aspérité territoriale, et puis après, pour le collectif, il peut y avoir des systèmes hybrides. Donc, on peut avoir un peu de gaz, même s'il est en voie de diminution et qu'on peut regarder. Ça peut être du gaz vert. Ça peut être de la géothermie, comme on en parlait. Le raccordement réseau de chaleur, aujourd'hui, est extrêmement bien financé. Donc, quand vous avez des bâtiments collectifs, quand vous raccordez un bâtiment, vous pouvez avoir 50 000 € d'aide. Donc, aujourd'hui, j'étais chez Coriance ce matin, pour pas le citer. Aujourd'hui, c'est énorme
en termes d'investissement, mais après, en termes de rentabilité, quand on a des puits de géothermie, c'est génial. On en profite énormément. C'est clair. Olivier. Comme à chaque fois, des cas concrets de rénovation globale à Chartres que vous avez menés avec les équipes d'Elio. Donc, premier exemple, c'est un bâtiment de 34 logements. Alors exactement, on a réussi à passer... C'est la copropriété qui vous appelle copropriété, effectivement, avec à laquelle on a travaillé. On est passé d'un DPE avant travaux à F, à un DPE D, pour un gain énergétique d'à peu près 40%, en isolant, en changeant le système de chauffage, en mettant de la ventilation, sur des travaux estimés à peu près à 800 000 euros, 756 000 euros. On a eu quasiment la moitié d'aide, que ce soit MaPrimeRénov' copropriété ou les certificats d'économie d'énergie. 50% de prise 50% de financement. Pas mal. Donc, ce qui est important, il faut savoir que la rénovation énergétique en copropriété est longue parce que il faut le choix des copropriétaires de s'engager pour que ce soit approuvé. Voter ça en assemblée générale. Mais une fois qu'on a réussi à bien mobiliser les financements, une fois qu'on a mis tout le monde d'accord, ça peut aller plus vite et on peut mobiliser des sommes assez importantes et baisser le reste à charge. Et l'on termine par le deuxième cas concret d'une rénovation d'ampleur à Chartres. Alors là, ça concerne une maison de 150 mètres carrés. Alors exactement. Alors là, j'ai pris ce cas. Il est un peu, entre guillemets, faussé parce qu'on arrive à avoir 100% de financement sur des travaux. Et donc, quand on entend parler de financement à 100%, il faut toujours, et ça, je le dis en conseil à nos auditeurs ou téléspectateurs qui nous regardent, si vous n'avez pas de reste à charge, donc si vous devez payer 0 €, c'est qu'il y a souvent un loup. Donc, il faut faire très attention. Oui, la pompe à chaleur à 1 €, voilà, le panneau qui vous coûte 0, etc. Attention, arnaque. Attention, arnaque, effectivement. Merci. Donc là, on avait réussi à passer d'un DPE G à un DPE B, donc ce qui est avec un gain énergétique de 80%, ce qui justifie ces financements-là, mais en isolant, en changeant également le système de chauffage, avec des travaux aux alentours de 29 800 €, on a réussi avec l'ANA et les certificats d'économie d'énergie à obtenir 100% des financements. Mais attention, quand vous voyez prime ou changer votre pack à 1 €, allez voir des interlocuteurs sérieux pour être bien conseillés, ou le guichet France Rénov', qui est le guichet unique et qui permet de vous orienter le mieux possible. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Merci pour ces bons conseils. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Pierre-Marie, pour la conclusion de notre émission. L'heure de remercier bien évidemment les équipes de la municipalité qui nous ont fait un très très bel accueil. Merci à eux. Ils sont en plus avec nous. On a notre régisseur qui est avec nous jusqu'à la fin du cocktail, qui nous accompagne, qui nous a beaucoup aidé. Merci à Théo Benoît Hambourg qui est derrière en régie, parce que sans lui, on ne pourrait tout simplement pas fonctionner, à nos équipes à Paris, les équipes également du Figaro, avec Jason, Baptiste, Théo, avec Mélanie Brio qui a organisé pour le Figaro Immobilier, les équipes d'Olivier Marin, toutes les équipes qui sont ici également présentes, et bien évidemment, vous, monsieur le maire, merci à nos partenaires, à Maury Vallée pour Nexity, merci pour le Conseil supérieur du notariat avec Nicolas Dobodus qui est avec nous. On a passé un moment singulier, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on ne trouve pas des maires qui vous ressemblent tous les jours, Jean-Pierre Gorge, je vous le dis. Et pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, ils savent que je n'ai pas la langue dans ma poche et que je dis les choses comme elles sont. Ça fait du bien. Et je vais vous dire pourquoi ça fait du bien, parce que ça démontre que de la société civile, on en parle beaucoup, ça fait du bien de monter aux affaires. Et vous me faites penser à l'interview que j'ai faite il y a quelques jours avec Yael Braun-Pivet, sur Sud Radio, où, vous savez, elle a écrit un livre qui s'appelle « À ma place », qui fait un carton en librairie, où elle explique que finalement, elle essaie de promouvoir cette idée que les gens de la société civile peuvent monter aux affaires et qu'on n'est pas obligé d'avoir fait Polytechnique, qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des NARC, qu'on n'est pas obligé d'être technocrate pour pouvoir réussir en politique, et que quelque part, ça rafraîchit. Et c'est vrai que dans votre discours, il y a une chose qui m'étonne et que je trouve extrêmement jubilatoire, c'est qu'au bout de 20 ans, Jean-Pierre, votre passion est intacte. Et elle se sent et elle se ressent. Je pense que tous dans le public, on partage le même sentiment. Bien évidemment, vous êtes un politique également. Ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est qu'on aurait envie, je vous le dis, on aurait envie de voir plus souvent des personnes qui sont
un peu grande gueule, mais dans le bon sens du terme, un peu comme ce que faisait notre ami, ce grand homme, le général de Gaulle, mais ça peut être aussi d'autres personnes différentes. Je pense par exemple à Jean-Louis Borloo, d'une certaine mesure. Vous parlez de Pierre Méhaignerie, qui a été un grand monsieur du logement, mais on peut aussi parler de Besson, d'André Périssol, bien évidemment, tous ceux que vous avez connus. Et donc, rien que pour cela, on a passé un moment juste à fait exceptionnel. C'est là qu'on peut se dire qu'on a quand même un super boulot, hein, quand même. On est d'accord là-dessus? Absolument. Peut-être une conclusion? Conclusion, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, quand vous travaillez comme ça, vous passez 25 ans de votre vie, d'abord 5 ans avant à réfléchir, ensuite 25 ans à faire. La machine, vous n'avez pas envie de l'arrêter comme ça. Et après, ça devient une drogue. Oui, mais c'est intact quand même. Vous êtes toujours aussi que j'ai la niaque. Oui, mais il faut avoir la niaque, il faut avoir envie, parce que chaque matin, il faut se lever, et on se couche tard le soir, on part avec les problèmes. Mais il y a tellement de problèmes intéressants. Alors, le dernier sujet, celui-ci, j'aurais pu en parler pendant longtemps, là, sur l'énergie, parce que ça me passionne, parce que c'est scientifique. Et je pense que le pays est passé à côté de quelque chose d'important. Parce qu'on n'a pas continué sur la géothermie, mais là, on va lancer la géothermie de profondeur. C'est-à-dire qu'à 1000 mètres, ici, on a 50 degrés. Donc, quand vous faites circuler 50 degrés, le problème, c'est de le refroidir. Vous voyez? Donc, quand vous avez le plus grand complexe aquatique de France, là, il est important, ce complexe aquatique, quand vous le chauffez avec une géothermie de profondeur, ça va nous coûter bien moins cher, vous comprenez? Donc, et on va généraliser la géothermie de profondeur. Moi, je ne crois qu'aujourd'hui, maintenant la technologie, ça évolue, le nucléaire, diffusion pour tout le monde, pour l'usage des puissances faibles, et ensuite à la géothermie partout. Vous parliez d'école qui est mal chauffée, mal refroidie. Ici, une école privée qui a vendu ces espaces, c'est là où le mètre carré est vendu à 6 000 derrière la cathédrale. Ils ont construit une petite école en bas, 2500 mètres carrés. Ils ont mis la géothermie, ils ont divisé leur facture par 4. Voilà, c'est ça. Géothermie de surface, 160 mètres de profondeur, un peu moins parce qu'ils sont un peu en dessous de nous, doivent être à 150 mètres, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà des vraies solutions, mais on n'en parle pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais envie de vous poser une dernière question. C'était est-ce que vous pensez à l'Élysée quand vous vous rasez le matin? Mais ce sera certainement pour une autre émission, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous nous ferez le plaisir de venir nous voir à Paris en studio sur des sujets politiques, aussi des sujets parfois un peu qui fâchent. Mais encore une fois, la vitalité de notre démocratie, c'est quand même d'avoir beaucoup de débats. Merci à toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain. Nous sommes à Meudon. Dans les Hauts-de-Seine, direction Meudon. Nous serons à Meudon le 27 juin. Voilà. Bonne soirée à tous et à très vite. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.